Bon, ben, aujourd'hui, je suis réuni. Je pensais jamais d'être dans un studio comme celui où on se trouve présentement. C'est encore le hamster de Boilard qui est parti dans je sais pas quelle direction. C'est le fun. Mais là, le hamster a pensé à faire un podcast avec moi. Pour moi, là, honnêtement, je n'ai écouté de temps en temps des podcasts en ligne, mais je sais pas trop où on veut aller avec ça, mais c'est pas grave. Fait que, Marc, bonjour. Salut, Eric. On se retrouve derrière un micro, mais c'est pas dans un média traditionnel. Exact. C'est dans un studio ici à Montréal pour jaser un peu comme on faisait en fait en Un an ondes. de temps au FM 93. Mais là, t'as pensé à faire quelque chose pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui aimeraient ça avoir de nos nouvelles. Écoute, je t'explique le contexte pour Vas-y. ceux qui nous regardent. C'est que moi, avec le confinement, j'ai décidé de me lancer dans un podcast tout azimut. Ça n'a pas été bon pour ton hamster, le confinement, hein? Ben, Il était déjà pogné dans sa ouais, roue. là, mon gars, il s'est fait comme, il faut qu'on sorte. Ça fait que j'en ai pas fait un ni deux, j'en ai fait 3, OK? Ça fait que les gens qui veulent suivre ça, ils peuvent aller, ils tapent mon nom dans Google, puis t'as l'affaire. On va trouver ça. C'est ça. Et puis en plus, c'est qu'on va mettre ça sur ta page Facebook. Absolument. Ça fait que je me suis lancé là-dedans à mort, puis j'ai fait tabarouette que j'aimerais ça, retrouver Eric comme on l'avait, mais en version plus concentrée. C'est-à-dire, toi et moi, dans une émission très à la fois politique, sociale, puis ludique, comme on faisait, mais sur 4 heures, et que là, on va faire dans le temps qu'on va bien vouloir, parce que c'est la beauté du podcast. Puis pas de pause publicitaire. Rien. Ça veut dire qu'on n'est pas payé. Exact. OK, c'est bon. Tu comprends? Fait que c'est le fun Puis pour les l'idée- auditeurs, ouais, exact. mais les téléspectateurs, mais moins pour nous autres. Fait que là, grosso modo, tu veux qu'on fasse comme on faisait en ondes, dans le Direct. fond. On passe un sujet, on jase, on échange. Quand on est tanné, on passe à un autre sujet, C'est et ça. ainsi de suite. Voilà. Puis comme le monde qui nous écoute, quand ils sont tannés, ils passent à d'autres choses. Oui, eux autres aussi. exactement. OK, fait que comme premier sujet, il me semble qu'on n'a pas le choix de parler de ça parce que ça risque d'être le sujet qui va faire jaser au cours des prochaines semaines, je dirais même jusqu'au moins au mois de novembre. C'est ce qui se passe du côté des États-Unis avec nos voisins américains qui vont aller aux urnes au début du mois de novembre. L'élection américaine risque d'être cette année particulièrement suivie. Les yeux de la planète, je pense, vont être concentrés sur les États-Unis dans les prochaines semaines. Est-ce que Donald Trump peut réussir l'impossible? Est-ce qu'il peut reconquérir la Maison-Blanche comme il avait fait à la surprise générale il y a 4 ans? Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai comme l'impression que c'est possible. Et je sais que là, je vais choquer du monde en disant ça parce que quand on écoute les médias québécois, je sais pas, 95, 98, 99% de ce qui se fait sur la politique américaine lorsqu'il est question de Donald Trump et de la présidence, c'est très négatif. Puis on a de la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'il peut y avoir une majorité d'Américains qui pourraient penser voter pour Donald Trump. Mais le miroir déformant des médias québécois n'est pas nécessairement celui de la réalité sur le terrain au sud de nos frontières. Puis, D'ailleurs, à la dernière élection, tu l'avais vécu sur le terrain. oui, je suis allé au New Hampshire, justement, à la journée électorale, puis un peu avant, voir ce qui se passait du côté des États-Unis. Puis j'étais un des rares dans les médias au Québec à dire que Donald Trump pouvait gagner. Là. Je vous rappelle qu'il y en a qui ont même mis leur carrière en jeu si Donald Trump gagnait, puis qui sont encore des médias aujourd'hui, mais en disant que c'était impossible que Donald Trump remporte. Puis quand on regardait les sondages objectivement, Ça disait ça aussi. c'était ça on pensait que Trump allait perdre. Puis là, présentement, au moment où je vous parle, il y a la convention démocrate qui est en train de se tenir présentement. L'écart entre Donald Trump et son adversaire Biden est d'à peu près 8 point quelque chose %, dépendamment de quel sondage vous vous fiez, là, mais si on prend l'ensemble des sondages et on fait une moyenne, c'est 8 % d'avance pour Biden. J'ai regardé les sondages au même moment, il y a 4 ans, quand les démocrates se réunissaient, puis les républicains, parce que c'était les républicains à l'époque qui faisaient qu'ils choisissent un contender aussi. L'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump était à 18 en faveur d'Hillary. Donc, les gens qui me disent que c'est impossible que Donald Trump soit réélu, je veux juste vous rappeler que aujourd'hui, Trump est en bien meilleure position qu'il était il y a 4 ans pour conquérir la Maison-Blanche. Fait que c'est pour ça que je pense, puis c'est de ça que je veux te parler. Comment ça se fait que c'est possible, puis comment ça se fait qu'au Québec, on ne comprend pas? Parce que qu'est-ce qui se passe là-bas qu'ici, ça n'a pas de résonance? Puis pourquoi? C'est une excellente question. Moi, je pense que tout le monde est à la même place que la dernière fois, c'est-à-dire que on regarde le... Alors, rappelle-toi une affaire que je parlais souvent avec toi quand on était ensemble à l'émission, c'est que, règle générale, dans l'analyse, les gens oublient de scinder en deux c'est quoi un politicien au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a les politiques et les idées et il y a la gouvernance. La gouvernance de Donald Trump est extrêmement chaotique. Je veux dire, quelqu'un qui dit le contraire, ça se peut juste pas. Mais ça fait partie de son style. On dirait que c'est sa marque de commerce. Je veux bien croire, mais Ouais. je te dis juste que... C'est ultra chaotique. Ça peut ultra pas l'être chaotique, plus. mais ces idées, on peut dire qu'on est pour ou contre.
C'est-à-dire que moi, je pense que ses idées sont plutôt maigres. C'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui les intérêts de lui et de son groupe d'électeurs très proches passent avant n'importe quoi qu'on pourrait appeler de collectif, mettons. Mais il reste que il y a des gens qui adhèrent à ça et qui lui pardonnent sa gouvernance parce que ses idées sont quand même porteuses dans un pays comme les États-Unis. Ouais. Je pense que ce ne sera pas la même affaire ici. Moi, si tu veux mon avis stratégiquement, là, parce que je suis par les journaux la Convention démocrate, donc je regarde ce qui est relaté et je la trouve exécrable. Puis moi, je vote démocrate. Mais je la trouve exécrable. Pour la raison... Tu votes aux États-Unis, toi? Non, mais en voulant dire, Okay. tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'allégeance. Oui, c'est ça. Oui, je suis US. T'as ton passeport, mais si on dit qui vote pourquoi, moi, clairement, je vais... Et je n'ai rien, je veux le dire d'entrée de jeu, absolument rien contre le Parti républicain. Mais je considère que Donald Trump, c'est lui qui sème le chaos. On pourra en revenir plus tard. Mais moi, j'ai rien contre le Parti républicain. Je pourrais alterner. D'ailleurs, si tu me demandais, je te dirais, je souhaiterais, pour apaiser le jeu aux États-Unis, que le républicain gagne, mais pas avec Donald Trump. Ça, ce serait dans mon idéal personnel. Bref. Ça n'arrivera pas cette année, ça, c'est sûr. Là. Non, mais je te dis juste pour te montrer que je suis zéro anti-républicain. Je trouve que ce bipartisme-là aux États-Unis, il permet à une vie démocratique de vivre réellement puis d'être clair. Elle a le mérite d'être clair. Nous autres, c'est rendu qu'on a 4 partis qui passent à la TV. Ça fait que on n'a pas un de bon, ça en prendra 5, en tout cas, 6. ça, c'est... Bref, ce que je trouve, c'est que les démocrates, actuellement, ils ont une campagne extrêmement molle. Hey, mon gars, ils sont là avec... il faut retrouver l'empathie. Et à la fois, ça me fait halluciner. Biden, comme candidat, tu peux pas avoir une campagne trop dynamique, ça pas de suivre la parade. Je m'en claque. Je te dis juste que dans le message qui est envoyé, moi, je m'intéresse à la com puis aux idées. Dans le message qui est envoyé, je ne comprends pas. Voici, personnellement, mon analyse de l'enjeu électoral américain du 3 novembre. Je suis convaincu que 100% des gens qui ont voté démocrate en 2016 ne peuvent pas voter pour Donald Trump. Ben, c'est sûr. Bon. Mais... Attends, juste, je veux finir là-dessus. Juste pour vous donner une idée comment c'est polarisé puis comment c'est à couper au couteau aux États-Unis, rappelez-vous que Donald Trump, on n'avait pas fini de compter les votes, là. Puis il y avait déjà du monde qui manifestait pour dire qu'il fallait qu'il démissionne. Puis je me souviens que dans les jours qui ont suivi, il y a eu des manifestations dans à peu près toutes les grandes villes américaines pour dire qu'il fallait que Trump démissionne. Oui. Ces gens-là, il n'y en avait pas contre Trump, il y en avait contre la démocratie parce que le peuple venait de s'exprimer, puis il était déjà en train de réclamer sa tête puis de dire qu'il ne pouvait pas gouverner. Fait que eux autres, c'est pas... Oui, ils ne pouvaient pas lui donner une chance puis l'écouter puis dire on va lui donner une chance puis on va voir où ça va là, mener. tu prends la frange radicale des démocrates. Mais même le petit couple tranquille en banlieue de... On n'a jamais vu ça ici au Québec. Là. Je comprends. Quand Justin Trudeau s'est fait élire, on n'était pas dans la rue à dire qu'il faut qu'il démissionne. On n'a jamais vu non plus un président comme hier, Éric, qui, par la voix de sa porte-parole, qui dit oui, monsieur le président, attends de voir le résultat des élections pour voir s'il les accepte. Ces républiques de bananes. Non, sérieux. Ça fait que, sérieusement, il y en a de tout le bas de côté. Tu me suis? Oui, mais ils ont jamais... ceux qui sont contre lui sont vraiment... Les noyaux sont très durs, puis il y a très, très peu il y a très peu de gens entre les deux. Il y a très peu d'indépendants aux États-Unis. Mais tu touches exactement mon point. Moi, ce que je dis, c'est que chaque personne qui a voté démocrate en 2016 va revoter par définition démocrate en 2020. Mais les gens que tu as vus au New Hampshire, que tu disais, c'est-tu drôle, les autres, ils votent Trump, il y en a là-dedans qui disent « Hey, pas un autre 4 ans ». Ah, tu penses qu'il y a des Trump défroqués? Il y en a déjà. Je veux dire, même le Lincoln Project. T'as vu ça, le Lincoln Project? C'est des républicains qui décident de faire, attends, il faut faire du bruit. Mais etc. il y avait des républicains à la dernière élection qui étaient contre lui. La vraie de George Bush puis son père. Il y avait une section, une frange importante du parti qui était déjà contre lui. Moi, je te regarde, je te fais le portrait de ce que je considère être l'enjeu électoral. Il y en a qui disent, c'est les femmes blanches en banlieue. Je trouve qu'on n'est plus dans la dissection aussi précise avec un gars comme Trump qui a vraiment comme fait éclater. C'est pour ça que les sondages peuvent pas suivre. Il a fait éclater c'est quoi la réalité politique. On ne sait plus qui vote pourquoi puis pour quelle raison, c'est pas clair. Moi, tout ce que je te dis, mon analyse, c'est qu'il va y avoir des gens qui ont voté républicain la dernière fois et qui vont dire pas 2 fois. Mais aucun démocrate ne va voter. Fait que tu penses que les démocrates vont gagner? Non, pas nécessairement. Non. Moi, ce que je dis, c'est la cible, c'est parler à des républicains qui hésitent. Et actuellement, quand je vois ce que les démocrates font, ils parlent juste à leur gang. Encore une fois. Ils ont fait la même... Ils font la même affaire. C'est la campagne d'Hillary Clinton, mais avec Biden. C'est hallucinant.
Ils font la même affaire, ils s'adressent aux émotions, à notre grande fraternité, nous sommes tous américains. Sérieux, c'est comme parler à ceux qui sont déjà conquis. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je trouve que cette campagne-là est extrêmement molle, c'est le mot qui me vient en tête, et j'ai l'impression que personne n'est en train de parler à ce qui va faire la différence, c'est-à-dire quelqu'un qui a voté Trump, ça ne veut pas dire qu'il est républicain de père en fils, qui a voté Trump et qui se dit « je ne peux pas voter une deuxième fois, mais il y a toujours bien une raison pour laquelle je suis allé républicain ». Et ça, je vois pas personne qui leur parlerait. J'ai hâte de voir. Je vais y aller aux États-Unis. J'ai juste hâte qu'ils ouvrent la frontière. Ils viennent de prolonger d'un autre 21, mois là, le fait que nos frontières vont être fermées. Mais c'est sûr que moi, dès que je vais pouvoir y aller, je vais y aller, puis je vais aller dans le New Hampshire. Pourquoi le New Hampshire? Parce que c'est à côté de chez nous. Puis deuxièmement, parce que c'est un des swing states. Là. C'est un des 4-5 États qui est le plus 50-50. Là. C'est vraiment des États clés. Si tu veux gagner, si tu veux devenir président américain, il faut que tu gagnes quelques États. Il y a le Blue Wall là, de la Pennsylvanie jusqu'au Wisconsin. Puis le New Hampshire, puis la Floride. Il y a quelques États comme ceux-là. Puis j'ai hâte d'aller voir. Parce que la dernière fois, puis la raison pourquoi je m'étais mouillé dans les médias en disant « je pense que Trump va gagner », c'était de voir les gens, monsieur, madame ordinaire, ils me disaient tous en secret quasiment qu'ils allaient voter Trump, mais ils ne disaient pas ouvertement. Je te suis. Fait que je me suis dit, ça se peut que les sondages se soient trompés. Et je pense que c'est encore le même phénomène. Quelqu'un qui vote pour Biden, il est fier, il a une pancarte sur sa maison, puis il y a un sticker sur son bumper. Puis à part un MAGA avec la calotte rouge, les autres, ils ferment le gueule. C'est très rare que quelqu'un qui vote Trump, il s'en vante. Puis quand le sondeur appelle, moi, pas sûr. Je suis d'accord. Bonne chance, monsieur. Ben oui, c'est du monde qui vont voter Trump. Là. Ils sont juste pas à s'assumer. Et je pense qu'il y en a peut-être plus qu'on pense. Mais en tout cas, je vais y aller, je vais le voir. Mais toi, l'enjeu, d'après toi, c'est quoi? Ben, l'enjeu, là, c'est Trump qui a gagné à cause de ça, puis je pense que le contexte est identique. Trump, là, c'est le gros fuck you à tout ce qu'on est écœuré. Et il a réussi à ramasser, à faire une coalition de monde pas de bonne humeur qui ont envie de faire fuck you. Puis il a réussi à le faire sur l'immigration, il a réussi à le faire sur les importations de ce qui vient de la Chine. Les relations internationales. C'est ça, il a réussi à le faire sur à peu près tout. Puis à dire à la gauche radicale, là, c'est assez, là. Tu sais, vos affaires de trans, je sais pas quoi, là, puis il faut tout mettre ça, puis les affaires d'écolo qui s'est rendu capoté, puis le fait qu'on peut plus stationner dans les villes, puis le fait... les universités, que les gens qui pensent différemment ont plus le droit d'y aller, puis tout ce qu'on dénonce à tous les jours, puis que je suis pas tout seul, là, il y a une écrasante majorité, la majorité silencieuse est là, bien, tous ces gens-là se sont comme additionnés pour juste dire, regarde, ben oui, c'est un brouillon, ben oui, il est chaotique, ben oui, il est ci, ben oui, il est ça. Sauf que c'est lui qui porte cette opposition. Sauf qu'il est le seul qui est capable de se tenir debout contre cette gang de gorlots-là, fait qu'on va l'envoyer, puis il va être les envoyer promener sur un moyen temps. Puis il l'a fait pendant 4 ans. Puis moi, je vois pas où il aurait déçu à ce niveau-là. Dans le sens où pendant 4 ans, il nous avait dit qu'il les enverrait tous promener, puis il s'est tenu debout. Oui. Il a pas reculé. Pour un électeur foncé, j'appellerais le voir. Il n'y a pas de raison de ne pas voter Trump cette lui, année. il peut revenir. Mais c'est pour ça que finalement, tu souscris quand même en partie à ce que je te dis. C'est-à-dire que étant donné que les démocrates le resteront, j'entends l'électeur. Oui, ça va très peu changer. Ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y aura pas de swing. Il n'y a pas beaucoup de swing d'un bord à l'autre. Oui, arrête. Tu penses qu'il va y avoir beaucoup de valseuses, toi, qui vont se promener des démocrates Non, aux c'est ça que je t'explique. Il n'y aura pas de démocrates vers le... Mais il va y avoir des républicains. Ben oui. Il n'y aura pas tant que ça. Mais attends un peu. Je comprends que pour la frange radicale, entre guillemets, républicaine pro-Trump, là, je te parle, mais les MAGA, là. Eux autres, ils changeront jamais. Mais la majorité des gens qui ont voté Trump, ils n'ont pas voté pour Trump. Oui, mais eux ils ont voté contre les autres. Attends, tu penses-tu vraiment que ceux qui étaient... Ceux ta gang, tu dis, ta gang, tu dis que tu as rencontré qui étaient comme discrets mais qui ont voté Trump. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui vont dire pas un autre 4 ans de bordel, pas un autre 4 ans à avoir un virus arrivant. Parce que j'ai hâte de voir. Je vais aller le tester parce que j'ai l'impression que. Non, mais à ton bon jugement, tu dois quand même voir. Il voulait envoyer un message aux petites élites de la côte Est puis de la côte Ouest américaine pour dire on est écœurés de se faire regarder de haut par vous autres. Puis je regarde le Parti démocrate actuellement, puis même en allant chercher Kamala Harris, on va pouvoir parler de ça aussi comme colistière comme candidate à la vice-présidence pour Biden, pour les démocrates, c'est un peu ça. Ils sont encore dans... Puis là, je les regarde aller, puis tu sais, l'essence, là, c'est fini. Puis tout ce qui faisait que l'ouvrier, le col bleu là, du fin fond de la Pennsylvanie, il a voté pour Trump, même s'il est syndiqué puis qu'il est traditionnellement à gauche, là, ben ce gars-là, il n'a pas de nouvelle raison d'aller voter pour les démocrates. Il le regarde encore de haut, puis il se sent encore méprisé par ce monde-là, puis il va encore lui faire fuck you. Je suis pas en désaccord avec toi là-dessus. Fait que c'est pour ça que je te dis... C'est-à-dire que ce qui se passe en France, par exemple, ce qui manque en France, selon certains, c'est cette voix-là.
que Marine Le Pen incarne pas réellement. Non, parce qu'elle est trop sur d'autres enjeux. Exact. Elle est quasiment de gauche. Les gilets jaunes, là, c'était ça. Il n'y avait pas de parti politique. Voilà. Puis au Québec, présentement, on vit un peu ça aussi, Marc. Dans le sens où tout le monde dit que la CAQ, c'est le parti de droite, puis les trois autres sont plus à gauche. C'est, grosso modo, là, si on fait... Si on veut. Puis là, on regarde la CAQ. Est-ce que les dépenses ont diminué depuis que la CAQ est là? Pas en tout. Est-ce qu'il y a du privé en santé comme l'ADQ le promettait, puis la CAQ avait même dit qu'elle ouvrirait la porte? Pas en tout. Est-ce qu'il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'il y en avait avant? Pas en tout. Est-ce que... Est-ce qu'il y a moins d'immigrants? C'était un des enjeux que Legault avait dit qu'il diminuerait l'immigration. Non, au contraire, ils veulent réaugmenter ça, l'immigration. Il y a un paquet d'enjeux, je trouve, où les partis se distinguent de moins en moins, puis on n'a pas une voix, on n'a personne présentement au Québec qui dit qu'il faut réduire la taille de l'État. Puis on est pris dans un au peu fédéral, il y avait Maxime Bernier, mais... Ben, il y avait le Parti conservateur aussi, là. Le Parti conservateur est quand même... Non, mais dans une frange plus claire, non, c'est pas à gauche, pas pantoute. Mais je veux dire, Maxime Bernier, preuve en est de ses résultats de sondage, il servait un peu à rien. Là. C'était toujours ce que j'ai pris. Je dis pas que c'est un cave, pas pantoute. Mais c'est un schisme dans un parti. Si on veut, voilà. Puis le schisme a joué à l'avantage du parti plutôt que de Maxime Bernier, ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même une alternative à droite forte à Ottawa. Claire. Et au Québec, j'ai l'impression que moi personnellement, je me sens encore comme un ADQ orphelin. Puis en France, je me sentirais un peu comme ça parce que c'est un peu ça. Ils ont le même problème. Alors qu'aux États-Unis, Trump il a réussi à rallier tout ce monde. Mais alors, la question, c'est là. Ça prend-tu vraiment un hurluberlu pour aller chercher ça? On était-tu obligé d'avoir... Moi, j'ai un de mes amis qui vote républicain depuis toujours. C'est un Québécois qui vit en Floride maintenant. Okay. Puis il dit ouvertement, il fait... Je suis comme pogné avec lui parce qu'à quelque part, il porte le discours que tu viens de décrire, qui n'est pas illégitime. C'est pas un discours de cab. On est juste écœurés. Mais c'est comme, c'est qui le clodo qu'il faut mettre là? C'est comme, ça n'a juste pas de sens. Mais attends, premièrement, pour aller en politique aujourd'hui, pas de faire de peine, Marc, mais il faut que tu sois un petit peu fêlé. En partant, là... Pas sûr. C'est tough en maudit. Avec les réseaux sociaux, avec la pression que tu as. Moi, je suis juste une personnalité publique, là. Je suis pas un politicien, là. Puis... C'est tough, tu sais. Puis je me plains pas, là, parce que j'ai choisi de faire ça, puis le jour où je serai plus capable, j'ai juste à tirer à plat, faire ma page Facebook, puis c'est fini, là. Je fais d'autres choses dans la vie. Mais c'est le prix à payer. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent, qui ne veulent pas payer une fraction de ce prix-là. Je te suis. Puis le prix à payer pour être en politique en 2020 est supérieur au prix à payer pour être en politique en 1980. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tough. Tu as beaucoup plus le vent d'en face, puis tu es toujours en train de gérer des crises, puis tu es toujours en train d'être à la défensive, puis de te demander d'où vont arriver les attaques. Moi, je pense que c'est plus tough. Puis c'est pour ça qu'on je pense que c'est pour ça qu'il y a moins de monde qui est intéressé, puis ça explique peut-être pourquoi la qualité diminue. Tu sais, on est loin aujourd'hui là, de Lucien Bouchard, de René Lévesque, de Robert Bourassa. Regarde les gens qui aspirent à remplacer Legault. Là. Tu sais, on n'a plus le... Puis même à Ottawa, on est rendu avec Justin Trudeau puis Trudeau père, c'est pas là, on n'est pas dans les mêmes ligues, là, on s'entend-tu? Il faut faire attention, c'était tellement toujours mieux avant. Là. Non, mais tu sais, Andrew Scheer, c'était pas un gars qui avait beaucoup d'envergure non plus. Là. Vraiment. Peter MacKay, là, c'est un gars sympathique, mais je sais pas, il n'y a pas l'envergure même de Harper. Là. Fait que là, mais alors, de l'envergure dans le cas de Donald Trump, c'est juste parce qu'il insulte les autres puis il parle plus fort? Sérieux, là. La polarisation de ces réseaux sociaux, de façon générale, là, ça mène à ça. C'est un discours où celui qui crie le plus fort se fait le plus entendre. Puis Donald Trump, là-dessus, on est obligé de dire qu'il est excellent. Au début, là, les gens disaient, est-ce qu'il est fou? Moi, je disais, peut-être que c'est un génie. Peut-être que c'est la nouvelle façon de faire. Puis c'est un peu en train de le prouver. Il réussit avec un tweet, avec 140 caractères, à enflammer des millions de personnes, puis il le fait sur une base quasiment quotidienne. Ah non, mais j'ai rien contre ça. Qui est capable de faire ça? Ah non. Moi, je veux dire... C'est pas un républicain en passant, Donald Trump, là. Il dit qu'il est républicain, puis ben oui, là, il est officiellement le leader des républicains. Il est à coquiner avec des démocrates à côté. On va dire, c'est un homme d'affaires qui Donald Trump, là, je me souviens, il était sur une scène avec tous des politiciens à un moment donné, là, puis il disait, regarde, j'ai contribué à toutes les caisses de tout le monde. Lui, il payait tout le monde quand il avait du cash, il signait un chèque. Fait que Donald Trump, c'est un Donald Trump, c'est pas un républicain. Et... Ça le définit dans le sens où c'est sa personnalité. Puis dans le parti, il était rejeté au début. Il y avait plein de républicains, puis encore aujourd'hui, qui veulent rien savoir de Donald Trump. Mais il était tellement fort. Il y a 20 ans, 30 ans, ça aurait été impossible, un phénomène comme Donald Trump qui fasse juste gagner l'investiture républicaine. Il n'aurait même pas pu se rendre président. Il n'aurait même pas pu être candidat à la présidence. Mais aujourd'hui, ça a changé. Gars, Macron, en France, il est parti avec même pas de parti politique. C'est incroyable. Il s'est ramassé président de la République. C'est incroyable. François Legault, ici au Québec, il y a un tiers parti qui passe et qui devient au pouvoir. Il fallait que ça prenne un mouvement social très fort en arrière de toi. Ça a tout pris à René Lévesque. Ça a pris 3 élections. François Legault l'a fait comme ça au dernier. Il y a quelque chose qui fait que les personnalités sont en train d'émerger puis les partis politiques sont en phasing out. Puis c'est celui qui réussit à parler directement au monde, notamment par les réseaux sociaux.
qui score. Ben, alors, c'est pour ça que je reviens à mon point de départ, que je trouve que la campagne démocrate, je la trouve vraiment poche parce qu'elle est molle. Puis il va falloir... Tu dis molle, tu veux dire quoi? Là? Je trouve que... Tu parles pas de la crème glacée. Je trouve que le signal, ça convainquit. Ça convainquit de parler de belles grandes valeurs humanistes et d'empathie. Mais non, mais ils parlent à l'eux-mêmes. C'est fondamental. Ils se parlent entre eux autres. Alors, c'est exactement le point que ça peut pas fonctionner. Ça veut pas dire qu'ils vont perdre. Ça veut dire que si tu souscris à mon analyse qui est il faut aller chercher des gens qui hésitent à revoter pour Trump, qui, d'après moi, c'est la clé de cette élection-là. Normalement, ça devrait être ça. Ben, il faut que tu leur parles bien plus hard, bien plus clair. Michelle Obama, quand elle a dit « Allez voter comme si votre vie en dépendait », pour moi, c'est un discours qui résonne bien, ça. C'est un discours avec une urgence, tu comprends? Il se passe quelque chose. C'est une communication où tu fais comme, mon Dieu, c'est comme écouter un film avec une Michelle Obama, là, pourquoi qu'elle n'est pas allée? Moi, je me demande encore, tu sais, il y avait du monde au début de la campagne qui disait qu'il faudrait qu'elle y aille, parce que je trouve que ça, en partant, ça a été le mauvais choix des démocrates. Non, mais elle veut plus, elle veut pas. Non, mais Joe Biden... je suis d'accord. C'est pas dynamique, là. Tu sais, Trump, là, il était un peu âgé, mais il a encore bien de l'énergie, le bonhomme. D'accord. Là, ils en ont mis un encore plus vieux, encore plus fatigué, plus malade. Je comprends pas c'était quoi le but. Ça a l'air d'une gérontocratie aux États-Unis. Tu sais, puis Nancy Pelosi qui crie au Congrès. C'est pas mieux non plus. Là. Je veux dire, on a l'impression que faut que tu aies 75 ans pour aspirer à avoir du pouvoir aux États-Unis. Pourquoi c'est le même, d'ailleurs? Comment ça se fait qu'aux États-Unis, on a l'impression que l'âgisme n'existe pas? Ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Rappelle-toi de John F. Kennedy, il était jeune quand il était élu. Non, mais maintenant, c'est flagrant. Aujourd'hui, c'est plus ça. Puis, écoute, là... Macron, il y a 40 keks. Ben oui, Sanders, qui était l'autre aux démocrates. Il y avait les démocrates, là, c'était tous des vieux, là, tous 75 et plus. Elizabeth Warren, c'est pas mieux non plus. Je sais. Mais je sais pas pourquoi c'est rendu comme ça. Mais le message qu'ils ont envoyé, les démocrates, c'est on parle pas aux jeunes, on parle aux personnes âgées, sauf que leur électorat est plus jeune. Puis... ce qui peut arriver, c'est que oui, ils vont peut-être bien performer dans les sondages, mais motiver des jeunes à aller sortir le jour du vote, c'est pas mal plus dur que ma tante Thérèse à 74. C'est clair. Là. Donc, comment ils vont faire pour motiver le gars de 22 ans qui vient de finir ses études puis qui travaille comme comptable d'une compagnie XYZ? Je sais pas comment ils vont faire ça parce que, veux pas, le choc des générations existe. Quand quelqu'un de 70, 75 ans parle à quelqu'un de 25 ans, la connexion n'est pas aussi bonne. Moi, j'ai travaillé avec Mario Dumont à l'époque où il était très jeune comme chef de l'ADQ. Puis, tu sais, on allait là, dans les universités ou dans des, même encore mieux, là, dans des milieux de travail où c'était des jeunes essentiellement. Puis, tu sais, il y avait comme une chimie, puis les gens se tutoyaient entre eux. Mario tutoyait le monde le tutoyait. Il y avait une proximité. Nos référents, bizarrement, là, tu sais, nos référents, quand on parlait de ce qu'on regardait à la TV quand on était jeune, puis ce qu'on mangeait, puis c'était les mêmes. Mais c'est niaiseux, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand tu as 75 ans, puis tu parles de ça, à quelqu'un de 25 ans, il n'y a aucune espèce d'idée de quoi tu parles. Fait qu'il y a ce message-là aux démocrates va être très, très difficile. Puis... Mais Ocasio-Cortez, elle ne peut pas se présenter. Parce qu'elle est la parfaite illustration de ce que tu dis. Mais elle parle aux jeunes. Total. Elle les aurait motivés à aller voter. Elle, là, sérieusement, là, elle a une espèce de magie qu'elle opère. Là. Puis pourquoi elle pouvait pas être candidate? Parce qu'il y a un règlement X qui fait qu'elle vient d'arriver trop jeune ou je ne sais quoi. Là. Elle peut pas... Mais à quel âge il faut que tu ailles? Non, tu as le droit de te présenter non, même si tu es jeune. Elle pouvait pas, je te dis. Elle pouvait légalement? Oui. Il y a un règlement qui dit qu'elle pouvait pas. Elle était trop jeune. Je sais plus c'est quoi. Je me souviens que c'est la raison pour laquelle elle a supporté Sanders, là, tu te souviens? Oui. Puis bon... Puis elle peut pas être là. Il y a quelque chose. Mais moi, je crois qu'elle est vraiment l'avenir du parti. Voyons, donc, ben trop radical? Non. Comment non? Oui, elle est radicale, mais pas non pour être élu. Elle est radicale, mais justement, c'est qu'actuellement, là, les gens, là, c'est des vieux qui parlent à d'autres mi-vieux. Tandis qu'elle parle vraiment à ceux qui... Écoute, si tous les jeunes aux États-Unis se décidaient à aller voter, il y en aurait un peu pour Trump, puis flang, ça serait une flambée. Puis ça, les chiffres le démontrent. C'est vraiment le fait... Comme ici au Québec solidaire, il y aurait bien plus de sièges si les jeunes votaient. Là. Les jeunes... Québec solidaire, c'est des ados. Puis le Parti libéral, on s'entend que ça serait difficile. Là. Et ça serait vraiment un raz de marée. C'est ça, on s'en souviendrait. On dirait « je me souviens ». Ce serait plus une plaque de... de voiture. Exact. Mais tu checkeras ça, là, à moins que je sois dans le champ, mais grave. Ocasio-Cortez, elle pouvait pas se présenter. Ça avait été bien expliqué, mais elle est une figure de proue. C'est comme elle, là, elle rassemblerait des jeunes, elle serait dangereuse pour les républicains et elle va éventuellement l'être. Moi, vraiment. Comme bon libertarien, tu sais que je suis déjà allé aux États-Unis aussi à l'autre élection présidentielle d'avant pour couvrir ça. Puis c'était en Pennsylvanie, à Philadelphie, que j'avais rencontré Ron Paul. Puis ça, c'était le candidat libertarien. Toi, tu parles le père. Oui, c'est ça. Et lui, écoute, il était très vieux, là. Il est rendu à 82-3. Mais il avait 78, 77, 75, je me souviens plus, là, mais il avait au-dessus de 70 ans, bien comme il faut, là.
Et j'ai été à des rassemblements libertariens du Parti républicain. L'écrasante majorité, c'était des jeunes. C'était de l'âge universitaire un peu plus, là, mais pas beaucoup plus. C'était vraiment, il y avait vraiment je vais dire une chose. Gros choc. C'était drôle parce que c'était un leader très âgé qui attirait une foule très jeune. Un peu comme René Lévesque a fait ici au Québec à une autre époque. Là. Absolument. Moi, je me suis renseigné sur Ron Paul récemment, c'est drôle. Hein? Je suis allé prendre plein de renseignements sur lui, Wikipédia, blablabla. Et il est la belle définition du mouvement libertarien qui est souvent dévoyé après en juste liberté individuelle, je veux faire ce que je veux, etc. Lui, ce qu'il dit en substance, tu me dis si je me trompe, c'est qu'il dit le gouvernement devrait se limiter à ce que la Constitution lui donne comme pouvoir. Ouais. Puis il dit, mais il dit pas après, tout le monde fait ce qu'ils veulent. Il y a des commissions scolaires, il y a des communautés, il y a des c'est ça. Non, mais c'est une gestion tout à fait sensée. C'est pas impossible. C'est très décentralisé, évidemment. Je comprends. C'est des décisions individuelles qui sont favorisées. Mais pourquoi je te dis que je suis pas surpris que ce soit des jeunes, c'est que quand tu regardes la source de ce qui est ce mouvement-là, puis que tu vois qu'il porte aux États-Unis de façon, je dirais, avec une grande intégrité, c'est-à-dire Ron Paul, mais il faut quand même que tu aies du plomb dans la tête. Ouais. Tu peux pas être juste Joe Colon. Comprends-tu? J'ai eu la chance de jaser 2 fois mais dans ça ma fait vie. Du sens que oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai été très privilégié. Je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie, puis j'ai eu la chance d'y parler, là, comme je te parle là, 2 fois dans ma vie. Puis c'est un médecin là, de profession. Exact. Il m'a beaucoup impressionné. Puis pour beaucoup de libertariens, moi, si je me définis aujourd'hui, puis j'utilise le mot libertarien pour me définir, évidemment, sur certains enjeux, vous allez dire que t'es incohérent, t'es pas libertarien pantoute sur l'enjeu X, Y, Z, vous avez raison. Ben, une chance. Mais s'il fallait que tu le sois partout. C'est ça. Mais de façon générale, la philosophie globale, je m'associe à ça, c'est à cause de Ron Paul. Okay. Il m'a vraiment, vraiment marqué, ce gars-là. Puis il n'a jamais été élu à la présidence. Il s'est présenté, puis ça a toujours été des oui, puis il est rentré comme gouverneur républicain. Il ne serait pas rentré sous une étiquette. Indépendant ou libertarien, ça n'aurait pas marché. Fait que, mais c'est la politique américaine, il y a ça de beau, par exemple. Il y a des factions d'un parti qui permettent justement à des courants, tu sais, on parlait justement de la frange un peu plus radicale du côté démocrate, la frange un peu plus libertarienne du côté républicain. C'est quelque chose ici qui n'existe pas beaucoup. Hein. Ici, on a l'impression qu'il y a un chef, puis les voix dissidentes qui essayent plus de le faire fermer la gueule que de lui donner une place. Ben, ici, en plus, sais-tu quoi? On est le seul qui a 4 partis qui passent, 5 quasiment si on met les verts au Québec. Je pensais à ça récemment. Ben, à Ottawa aussi, c'est l'éclatement. Hein. C'est incroyable. Qu'à Ottawa, il y en avait 3, puis à Québec, il y en avait 2 pendant des décennies. Oui. Puis là, depuis quelques temps, c'est le contraire. Ça pousse comme des champignons. On est rendu avec 4 à l'Assemblée nationale, 5 du côté d'Ottawa. 6 si tu te présentais comme indépendant. Si je Bon, avant, là, on a assez parlé de politique, Marc. Peut-être qu'on devrait parler un peu d'autres choses parce qu'on veut justement parler de différents sujets. Là, le deuxième, je veux te parler de quelque chose qui est un peu... En fait, il y a plusieurs... Je ne sais pas dans quel ordre tu voulais y aller puis comment tu veux faire ça, mais je t'ai envoyé un article d'un Australien. Tu veux tomber là-dedans? On y va. Je sais pas si vous avez vu passer ça, vous autres, chez vous, là, mais il y a un Australien, OK, qui est avec sa femme. Et là, sa femme est dans la mer. Puis là, il y a un requin qui attaque sa femme. Un gros, là, en plus. Un immense requin. Un requin, finalement, c'est une truite, là. C'est un solide, là. C'est un vrai requin. Et le gars a courageusement plongé. Il est allé frapper le requin à coups de poing. Ah ouais, il s'est battu comme dans une bande dessinée. Il s'est battu à coups de poing sur la gueule avec un requin. C'est incroyable. Et il a gagné son combat. Le requin a lâché sa femme puis il a sacré son camp. Il a endommagé la jambe beaucoup. Oui, c'est ça. Et puis... toute cette image-là, parce que ça a été très fort. Puis évidemment, ils en ont parlé partout sur la planète. Là, regardez, on vous en parle ici. Puis ça s'est passé complètement à l'autre bout du monde, en Australie, parce que c'est quelque chose qui marque l'imaginaire. C'est de la fiction pour nous autres. On a juste souvent rêvé ou en fait des cauchemars en pensant que Jaws allait nous attaquer quelque part. Mais vrai. Mais là, c'est vrai. Puis la question que je veux te poser par rapport à ça, c'est plus, est-ce que tu plongerais? Puis il faudrait que ce soit qui est dans l'eau en train de se faire bouffer? Et Colin, c'est une bonne question. Pensez-y, là, je me suis demandé, là, je me suis mis dans la peau de ce gars-là, puis je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que vous plongeriez? Parce que c'est loin d'être évident. Là, l'histoire finit bien. Là, le gars s'est pas fait bouffer, il a libéré la fille, mais ça répète le contraire. Deux bons mordus. Les deux finissent dans le fond du bâton, le sandwich. Là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous faites dans une circonstance comme celle-là? Moi, j'ai pas d'enfant. Toi non plus. Non. Mais souvent, les gens... Des amis à moi, quand ils ont eu des enfants, ils décrivent la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Puis l'exemple qu'ils donnent, c'est que tu me demandes instantanément de sauter en bas du pont pour que mon kid ait la vie sauve. Il dit, il n'y a aucune réflexion, c'est instantané. Je saute dans le... C'est fini, c'est terminé. Puis ça, j'y crois totalement. Moi, je crois que pour des enfants, il y a cette situation-là qui existe. Mais pour le reste, c'est une crime de bonne question. C'est-à-dire que
Qui a le critère dans ma tête de dire je m'occupe pas de savoir si ma propre vie est en danger, puis je saute à l'eau parce qu'il faut absolument que j'intervienne, ou qui mérite que je me pose un petit peu la question avant d'y aller en me disant « Oups, ça vaut la peine ». Puis qui d'autre je vais regarder en disant hey, « En tout cas, c'est plate en tabarouette, hein, mais en tout cas, je te souhaite bonne chance parce que moi, je vais regarder ça, puis au pire, je vais peut-être même le filmer, ça me fait un bon vidéo. » Je vois 3 catégories, puis personnellement, ayant pas d'enfant, je vois pas personne que automatiquement je mets ma vie en jeu pour tout de suite intervenir. Moi, dans mes rêves, je te dis ça honnêtement, là, je comprends. C'est pas héroïque, là. Mais en fait, moi, j'aimerais ça penser que j'aurais plongé, OK, pour sauver un être humain. Mais il m'est arrivé une affaire un moment donné dans le métro, ça fait plusieurs années. Il y a un gars qui rentrait avec un couteau, une espèce de machette, puis il voulait nos portefeuilles. Puis j'ai complètement figé, OK? Fait que j'étais avec quelqu'un, la personne, elle lui a donné son portefeuille et son argent, puis moi, j'ai pas bougé. OK. J'ai complètement figé. Pas un mot, pas un son, rien. Rien. OK. Puis je l'ai regardé, puis je savais pas quoi faire. Il me parlait, puis j'entendais rien. Là, j'étais complètement assommé. Puis c'est des choses qui peuvent arriver. Puis je sais, j'ai des amis qui c'est arrivé. Là. Quelqu'un s'étouffe devant eux, puis ils font rien, puis ils le regardent, puis ils sont complètement knock-out. Puis ça arrive à du monde. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Hein. Ils sont hyper actifs, puis tout de suite, bang, ils sont en gestion de crise, puis ils sont hyper efficaces, puis ils ont de la force, même s'ils sont tout petits, puis sont faibles habituellement. Ça leur donne un boost. Puis il y en a d'autres, ça les écrase complètement. Fait que j'aimerais ça penser que je fais partie de ceux qui vont être boostés, puis qui vont sauver le monde. Mais j'aurais peur d'être celui qui fige. Je te suis. Puis dans une autre circonstance complètement différente, quand j'étais en Irak, je pense que je t'en ai déjà parlé, ils nous faisaient des entraînements sur qu'est-ce qui arrive si jamais, dans la situation X, Y, Z, on se fait attaquer, puis on se fait tirer dessus, puis qu'est-ce qu'on fait, puis bon. Fait que là, on l'a fait à l'entraînement. Ça, c'est une chose. Dans le désert, tu t'entraînes, c'est le fun, puis tu sais tout ce qu'il faut que tu fasses dans le cas A, B, C, D, puis bon, tu apprends tout ça par cœur, ça va bien. Puis, sans que je le sache, ils nous ont testé un moment donné. Tu es dans une réunion comme celle-ci, puis là, tu as un garde du corps qui te donne le code, parce que tu as tous les codes, puis là, tu sais qu'il faut que tu sacs ton camp au plus sacrant, puis qu'il y a du monde qui sont en train de te tirer dessus, puis tu vas crever si tu sors pas de là. Et là, cette fois-là, au contraire de la fois où j'ai figé dans le métro, là, j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. Je l'ai même fait plus rapidement que ce qu'il fallait que je fasse parce qu'ils te chronomètrent puis tout, parce qu'eux autres, ils te testent. Mais toi, tu le sais pas. OK. C'est quand c'est fini que tu apprends que finalement, le gars qui te tirait dessus, c'était des balles en blanc. Là. Mais là, j'ai très bien réagi. Fait que, tu sais, c'est le même être humain. C'est pas des gens qui figent puis des gens qui figent pas. Dépendamment du contexte, des fois, vous figez, des fois, vous figez pas. Moi, à ta question, j'ai vraiment pris la question avec l'exemple que tu as donné, c'est-à-dire ma vie est en jeu. Mais oui, ce mais que je tu peux vois dire, le requin, là, tu t'as peut-être pas du requin puis tu vas figer, là. C'est sûr. Oui, absolument. Mais dans un autre contexte, je suis intervenu régulièrement pour aider du monde qui est en trouble dans des bagarres. OK. J'ai fait ça souvent, ça. T'as pas peur de manger une claque à la gueule? Non, et incluant des chiens. Des chiens? Oui. Je me souviens une fois, ça fait longtemps. T'es fait mordre par un chien? Non, je voyais quelqu'un, je pensais qu'il était en train de battre son chien. OK, t'es intervenu pour sauver le chien. OK. Écoute, puis c'était un gros chien, là. Ça fait qu'à quelque part, je me disais... mais je me suis pas demandé une seconde si le gars était plus gros, plus petit ou qui était là. On était en voiture à Charlebourg. Dans le temps, je restais encore chez mes parents à Charlebourg. Puis on descend la 3e avenue, je pense. Puis je vois quelqu'un qui tire, puis comme ça, qui a l'air, du moins, de battre son chien, qui était assez gros. Hey, là, je crie, je suis en arrière de l'auto. Arrête le char, arrête le char. Je suis comme déchaîné, là. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Arrête le char. Je pars à courir. Hey, dans la vraie vie, il était comme en train de jouer avec son chien. Ça fait que dans un contexte où quelqu'un, c'est une bagarre, mettons, il m'est arrivé vraiment d'intervenir. Je pense que moi, mon critère, c'est, tu sais quoi, en t'en parlant? S'il y a une injustice, j'interviens. Mais si c'est quelque chose comme genre un cas fortuit, puis que je vais peut-être mettre la main dans la souffleuse, je sais pas. Je te le dis honnêtement, je veux pas jouer au brave, là, je trouve ça épouvantable. Je sais pas. L'affaire du requin, je peux pas te dire si moi, même si je suis follement, éperdument en amour avec la fille, est-ce que écoute, il disait que c'était un requin blanc de 3 mètres. Là, c'est comme c'est la pire affaire. Ouais. Je sais pas. C'est une bonne question. Maintenant, moi, je te relance sur une autre. Quoi? À qui tu voudrais survivre, puis à qui tu trouverais que de mourir avant, c'est quasiment une bonne affaire? Bien, c'est sûr et certain que je veux survivre à mes parents parce que je veux pas leur imposer la peine de perdre leur enfant unique. OK, donc dans le fond, tu veux survivre tes parents pour eux autres? Oui. OK. Ben c'est normal, non? Ben oui, absolument. Parce que tu veux pas que tes parents vivent ça. Je pense que c'est la pire affaire au monde. Je voudrais pas que ma mère et mon père vivent ma perte. Ouais. Puis la personne, le contraire, ben j'aimerais ça mourir avant mon chum. Ah ouais? Ben oui, parce que j'aimerais pas ça avoir la peine qu'il meure avant. OK.
C'est très égoïste de l'autre Rendu là, c'est de Il y en l'autre a un bord. qui est altruiste, l'autre est égoïste. Ça marche pas, mon affaire. Ben oui, mais quand même, tu souhaites quasiment à ton chum de vivre plus vieux. C'est Mais quand c'est même ça. pas mauvais. Non, mais je pense que la peine qu'il y aurait, oui, ça va y faire de la peine, mais c'est pas. Les parents, là, c'est parce que c'est la normalité, c'est la nature qui fait que les parents meurent et ne survivent pas à leurs enfants. Absolument. Puis je trouve que, tandis que le chum, ben, c'est normal un moment donné qu'il y en ait un des deux qui partent. Un Puis des ça, deux. c'est Comme disait aléatoire. Nana Mouskouri. C'est au hasard. Fait que ça, je trouve ça plus normal, mais il y a quelque chose qui est contre nature. Ben, moi, ma qu'un tante, parent survive à son enfant. Ma tante a vécu ça. Je me souviens, moi, j'avais une cousine qui avait mon âge. Je me souviens, j'ai des souvenirs d'elle qu'on jouait dans Tante Roulotte quand j'allais là. La fin de semaine, des fois, on montait, blablabla. Puis un jour, elle s'est fait frapper par une moto. Bang! Ouais. Puis... Quel âge? Elle avait 5 ans. Ta tante s'en est remis? Ben, je suppose que oui, mais... Tu sais, moi, je l'ai toujours connue très, très correcte, lumineuse, etc. Mais je me dis, d'après moi, tu peux pas t'en... D'après moi, t'es... Puis elle était enceinte. Ah boy. Elle était enceinte, tu sais. Ça fait que c'est comme, tabarouette, c'est solide. Il faut avoir une résilience. Mais Michel Jasmin disait, tu te souviens, Michel Jasmin, l'animateur, tu sais, puis lui, il avait été malade, la patente, etc. Puis il avait dit, il n'y a aucune épreuve qui nous arrive pour laquelle on n'a pas la force de surmonter. Ou c'est Nietzsche qui dit, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je ne sais pas dans ce cas-là si tu peux passer par-dessus, éventuellement faire un vrai deuil. Hey, moi, mon chien est mort, ça fait 25 ans. Puis jusqu'à tout récemment, je me levais la nuit. Pas je me levais la nuit, là, le matin surtout. Là, tu rêves souvent beaucoup là, juste avant de te réveiller. Là, puis il était là, live, super. Ça revenait pas comme c'était. Puis je braille. Ça fait 20 quelques années plus de 25 ans que ton chien est mort. que je pleure la mort de mon chien. Mon chien. Tu pleures encore? Ça fait à peu près 1 an que c'est pas arrivé, mais c'est arrivé régulièrement pendant 25 ans. Puis pas pleurer, oh mon Dieu, pleurer là, démoli. Là, Attends, t'en as acheté un autre. parce que je viens en condo, puis c'est comme, ça, non. Puis je regarde toi avec Mia, là, faut que tu attrapes, c'est le fun. T'entraînes partout, t'es obligé. J'ai failli l'amener aujourd'hui. Ben non, moi, ça me dérange pas. Moi, je l'aime ton chien. Je te juste, ça reste que, ça vient, c'est pas un chat, là. Non, c'est pas un chat. C'est pas un chat, là. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Parce qu'un chat, j'en ai 2 chats, moi, puis je t'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe Non. là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tu sais, je les aime, mes chats, là, mais ouais. tu sais, j'aime mes bibelots aussi dans la maison. Là. Non, Je veux je dire, un comprends. chat, c'est à mi-chemin entre un bibelot et un chien. Je suis d'accord. Ça n'a pas la personnalité d'un chien. Mais bref, survivre, comme tu dis, à ses enfants, c'est vraiment weird parce que, d'après moi, le système, on n'est même pas fait pour ça. Là. Je veux faire un lien par rapport aux parents-enfants, puis tantôt, ce qu'on disait, là, qui sauterait à l'eau pour aller chercher quelqu'un, parce que moi, mon père, ça y est arrivé une affaire, puis il est arrivé une autre affaire à mon chalet, puis les deux, il y a un dénominateur commun. Au chalet, c'était un voisin qui se promenait en skidoo l'hiver sur le lac. Et malheureusement, la glace n'était pas très bonne cette année-là, puis la motoneige s'est enfoncée dans l'eau. Aïe! Et le gars a commencé à caler, puis il était dans l'eau en plein milieu du lac. Son père puis d'autres mondes sont sur le bord de l'eau, puis ils crient. Et un de mes voisins, tu sais, un jeune que le monde trouve qui est louche, puis qui fume un peu trop de pot, puis qu'il trippe trop un peu, là, puis qui fait des excursions dans le bois avec les touristes, puis avec toutes sortes d'affaires de survie dans le bois. Là. C'est un weirdo un peu, que tout le monde regardait de travers, mais cette fois-là, il est le seul qui est parti, puis qui est allé dans le milieu du lac, à plat ventre, aller chercher le gars dans le fond de l'eau. Il l'a sauvé. Puis il lui a sauvé la vie. Wow. Son père, puis qui est un gars extraordinaire, là, je le juge pas du tout, c'est un directeur d'école, un gars là, impeccable, OK? Son père est resté sur le bord de l'eau puis il est pas allé. Et boy. Et puis je le juge pas. Non. Mais je sais que lui, il a dû avoir des remords après, là. Ouais. Mais c'est le voisin qui avait aucun lien avec ce gars-là, que tout le monde regardait de travers, qui est parti puis qui est allé dans le milieu du lac sortir le gars. Puis mon père, c'était arrivé un peu à la même affaire. Lui, c'était en plein été, là, c'était une noyade, là, c'était quelqu'un qui était dans l'eau, puis il jouait, puis tout ça, puis il y a un gars qui est resté pris en dessous de l'eau. Okay. Puis c'est mon père qui a plongé pour aller le chercher. Puis les gens qui étaient avec lui, ils n'ont pas plongé. Puis lui, il le connaissait pas du tout, là, il était extérieur à ça. Fait que... Tu sais, c'est dur de déterminer, ça revient à notre question du départ, là. C'est très aléatoire parce que des fois, c'est ton propre enfant qui est en train de crever, puis tu y vas pas. Puis il y en a d'autres que c'est des purs inconnus. Purs inconnus. Puis eux autres, ils y vont. Mais probablement aussi qu'il y a là-dedans une question de profil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de nature à toujours gérer le risque,
Ben pour lui, ça, il saute d'en face que là, le risque, là, comprends-tu, c'est la plus grosse lumière rouge qu'il a vécu de sa vie. Puis quelqu'un qui est de nature un peu plus aventurier, tourne les coins ronds, blablabla, probablement voit moins de danger. C'est-à-dire que la même situation n'est pas interprétée de la même façon par une personne ou par une autre, là, tu sais. Ça fait que là, si t'es du genre tout le temps très prudent, puis depuis que t'as 18 ans, t'as mis de l'argent dans tes REER, etc., il est possible que tu y penses avant de sauter pour... Tu comprends? On a tous... C'est comme en politique. Moi, en politique... Je sais pas si t'as raison. Ben, parce que je me demande, c'est qui... On réagit par définition pas tous à la même situation. Toi, tu penses que c'est juste le lien avec la personne qui... Non, mais c'est sûr que ça jouerait. Moi, je pense que je plongerais davantage si je connais la personne, puis plus j'ai un lien de proximité. Ton exemple est à l'inverse que tu viens de me donner. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que ça marche pas. Ouais. Puis c'est qui, c'est le profil, parce que toi, tu dis que c'est des gens qui sont plus habitués à prendre des risques, ils gèrent mieux le risque. Fait que ça veut dire que ça serait des gens plus téméraires, donc plus... Puis là, je vais faire des grosses généralisations, puis je vais me faire accuser de tous les mots, mais je vais le dire pareil. Mettons plus des gars que des filles, plus jeunes que vieux, plus... Bon, si on veut. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Là, dans les stéréotypes... Qui roule à 150 sur l'autoroute puis que la police arrête de temps en temps? C'est pas les filles puis c'est pas le monde de 75 et plus. Là. C'est OK. L'image est correcte. Fait que je pense que ça pourrait être ça. Là. Fait que, c'est l'image du gars un peu tatoué là, qui a son char jacké peut-être. Là. C'est peut-être lui là, qui a plus de chances de plonger pour aller te chercher. Alors, c'est ça que tu veux dire? Non. C'est pas ça. Oui, c'est ça que je veux dire, qu'il y a un profil... Tu as réussi à dire oui puis non à réponse en même temps. Alors, je vais recommencer. Oui. Je crois que le profil change le résultat, c'est-à-dire que comment on va analyser la situation. Oui. Mais ton exemple, avec un peu de recul, je pense que c'est les gars sont coquilles, puis les filles le sont moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins braves. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de filles qui se sont mouillées pour vraiment intervenir, alors que des gars auraient fait comme genre oh, non, je veux pas de trouble. Ça fait que c'est l'exemple, d'après moi, qui marche pas, là. Mais d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent. Il a déjà été conseiller municipal à Québec, là, Régent Gignac, que j'ai connu, puis qui... Lui, il était parti dans une randonnée de raquettes avec sa fille puis sa femme. Sa fille est tombée dans la rivière, puis elle s'est accrochée à une branche. Puis il a plongé pour aller la chercher, puis il est resté, puis sa fille aussi. Aïe, aïe, aïe. Sa femme a été l'unique survivante, puis 1 an ou 2 plus tard, elle s'est suicidée. C'est une histoire épouvantable, ouais, OK? Ouais. Mais je veux te parler de ça parce que des fois, on prend la mauvaise décision quand on va aider l'autre. Puis en quelque part, c'est pas un manque de courage, c'est un manque de jugement. C'est peut-être un bon jugement quand on saute pas. Je suis bien d'accord. Parce que pendant que tu parlais, je pensais au fameux « mettez votre masque avant de mettre le masque à votre enfant dans l'avion ». Ah oui, quand l'avion s'écrase, ils disent que quand l'avion tombe à l'eau, il faut mettre le masque à nous autres pour respirer, pour pouvoir après aider les autres. Oui. Mais aide-toi, puis après ça, aide les autres. Ben, tu sais, c'est que dans ton exemple de requin, on en parle. Pourquoi? Mon Dieu, quel grand geste téméraire et d'une bravoure immense. Parce que finalement, il s'est pas fait manger et sa copine. Mais dans la vraie vie, là, tu le sais pas d'avance, hein, ce scénario-là? Non, c'est ça. Puis Guerre et Jean, tu sais... Lui, 2 personnes sont mortes. Oui. Ben, en fait, même 3, là, on peut dire, parce que sa femme, c'est des suites de ce qui s'est passé là qu'elle a fait ses jours, mais... Ah ouais? Oui. OK, 3 personnes sont mortes. Les 2 sur le coup, puis elle... Dommage collatéral. Quelques mois plus tard. Mais c'est... Quelle histoire? Non, c'est une histoire d'horreur. Puis j'en parle parce que ça a été public, là. Il y a eu des non, mais tu m'en avais déjà glissé un mot de ça. Puis, mais... Puis c'était un bon gars, là. Lui, il a voulu aider sa fille. Il ne pouvait pas s'imaginer abandonner sa fille. Fait qu'il a pris une décision très émotive, ce qui est normal pour un père de famille. Absolument. Mais il avait mal mesuré le risque. Ouais. Et puis, fait que dans le fond, là, des fois, on dit la personne a manqué de courage. Elle n'a peut-être pas manqué de courage. Elle a peut-être été assez lucide pour voir qu'elle n'avait pas de chance de l'aider. Puis elle avait de grosses chances de mettre sa propre vie en danger. Oui, mais t'as l'air de quoi après? C'est sûr que tout le monde te juge. Imagine, t'as regardé ta fille se noyer. Puis c'est terrible. On devrait vraiment pas. C'est extrêmement pertinent. C'est comme le père que je te parlais tantôt, que son fils était en skidoo en train de s'enfoncer dans le lac puis qu'il est resté sur le bord de l'eau. Ouais. Mais en tout cas, regarde, c'est des histoires comme celle-là qui font qu'on est... J'espère que ça nous arrivera jamais, mais il faut quand même penser à comment on réagirait dans des situations comme celle-là. Moi, quand j'étais en zone de guerre, c'est sûr, c'est un autre paradigme, là, mais il y a quand même un paradigme. C'est-à-dire que c'est le même paradigme en version foncée. Oui. Dans le sens que tu le vivais. Au quotidien. Puis c'était toujours des dilemmes comme ceux-là qu'on avait. Ah ouais. Pour lequel vous étiez formé un peu ou pas pantoute? Oui, on était formés. Tu sais qu'il faut non, mais pas juste formé s'il y a une bombe, sauve-toi. Non. Étiez-vous formé au thinking? À l'approche de ça? Ce qui nous manquait, c'était
comment je te dirais ça, de l'aide psychologique. Moi, en tout cas, ce qui m'a manqué, c'était ça. Là, parce OK. que j'ai eu de la misère à gérer ces émotions-là, parce que ça crée beaucoup d'émotions dans toi, puis T'es pas fait pour ça. déstabilise tout l'être humain, tu sais, parce qu'on qu'on perd le sommeil, toute ta vie devient à un moment donné déséquilibrée. Tu as l'impression que tout bouleverse, tout bascule à un certain moment donné. Fait que puis je me demande si ça, tu peux vraiment préparer un être humain à ça. OK. Mais, en un mot, c'est trop intense pour ce qu'on est habitué. Exact. OK. Mais on savait quand même que il y avait des situations qu'il fallait tirer à la plug puis sacrer notre camp. Et ça, il nous le disait souvent. On avait plein d'exemples où il fallait vraiment... On s'en mêle pas, on s'en va. Ah, ouais. Faut se protéger, faut se protéger. C'était toujours la base, un peu comme quand tu disais, il faut mettre le masque d'abord et avant tout pour soi-même. Ouais. Dans une situation de guerre, ils vont toujours te dire qu'il faut que d'abord et avant tout que tu te protèges. Parce que si tu t'exposes puis tu crèves, t'aides personne. Là. Je te suis. Puis quand t'es blessé ou quand t'es visé, tu deviens dangereux pour le reste de l'équipe. Mais en plus, tu deviens un fardeau. C'est ça. Fait que, Moi, quand je vois des films de guerre, je me dis tout le temps, c'est hallucinant. Ils débarquent en Normandie, puis il y a des infirmiers pendant que ça pète de partout, puis tu fais comme, ben oui, c'est normal. Mais en même temps, t'imagines-tu... Non, mais la lourdeur, tout ce que ça rajoute, alors que ta mission, c'est de faire, il faut absolument qu'on gagne puis qu'on les trucide de l'autre bord. Mais je veux dire, c'est juste humain. Mais donc, ça rajoute à l'idée que ça se peut que si t'interviennes, 2 personnes vont mourir au lieu d'une. De plus, si en plus t'es juste blessé, tu rajoutes un autre degré de... Ça fait que, à la rigueur, tu vois, l'armée a eu ce thinking-là dans sa... Oui, dans sa formation. Ben ouais. Bon, dernier sujet maintenant. On Oui. a fait le tour un peu. Là, tu veux me parler de quoi, là? Parce que tu en avais 2, puis là, je sais pas, je vais te laisser le lancer, celui-là, peut-être. C'est qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi tes prédictions? Parce que là, on jase de trucs qui sont aujourd'hui et hier. Qu'est-ce que tu penses qui va demeurer post-COVID? Mais pas juste au Québec nécessairement, mais ça, peut-être aussi. C'est une grosse question. Oui, je sais. Il faut qu'on aille un peu plus loin que juste regarder en arrière là, puis faire des analyses de nous-mêmes. Mais c'est quoi la projection que tu fais? D'après toi, qu'est-ce qui va être un réel changement, si c'est le cas? Si c'est le cas. sûr que ça va. Oui, parce que moi, la première question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose à moyen et à long terme, même un coup que le coronavirus n'existera plus? Moi, ma réponse, c'est un gros oui en lettres majuscules et en caractère gras. OK, vas-y. Puis pourquoi? La première chose, je pense, c'est l'accélération de la technologie. Tu sais, j'arrive du restaurant, là. J'ai pris il ne me l'a même pas dit, le serveur, ce coup-là. Là. Mais tu sais, j'ai pris mon menu avec mon cellulaire, puis tout ça. Puis j'ai regardé mon menu sur mon cellulaire, puis j'ai choisi sur mon cellulaire. Ça se serait produit à un moment donné, cette affaire-là. Là. Je te suis. Mais là, on l'a fait. On a accéléré le processus. Puis au lieu que ça arrive graduellement au cours des 5-10 prochaines années, c'est arrivé en l'espace de 2 mois. Fait que ça, c'est un exemple. Le travail à la maison, je pense que ça aussi, c'est pas nécessairement là pour partir. D'ailleurs, je vais te parler de ça un peu. Quel est le pourcentage des gens qui ont fait du télétravail pendant la pandémie qui vont rester chez eux après? C'est une grosse question que bien du monde se pose. Les banques, je sais qu'ils ont extensionné encore pour une autre année là, les gens qui vont pouvoir travailler chez eux. Mais c'est quoi le pourcentage de gens, selon toi, qui vont continuer à travailler à la maison, même un coup qu'il n'y a plus de pandémie pantoute? Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse puis sur lequel je me documente beaucoup. Beaucoup, à travers LinkedIn, entre autres. Puis il y a plein de sondages, tu comprends, puis ça change d'un mois à l'autre. Mais ça vaut quelque chose, des sondages là-dessus? Parce que ce que tu souhaites... Moyen, voilà, exactement. Puis aussi, je vais te dire ce qui a changé. Je vais te dire une chose qui a changé, qui, d'après moi, est permanente. C'est quoi? C'est pas les employés qui font du télétravail. C'est les boss qui y étaient réticents. Eux autres, maintenant, ils ont perdu leur argument. Ça fait que tous ceux qui disaient non, le télétravail, puis non, parce qu'ils veulent surveiller, comprends-tu, puis là, lui, puis telle affaire. Puis des fois, ils ont raison, parce que quelqu'un qui est laissé à lui-même... Peut-être sur sa page Facebook au lieu de rédiger un document. Là. Parfait. Moi, ça, c'est de façon permanente maintenant. Il est démontré que quelqu'un qui est bon, il est bon en télétravail. Puis s'il veut pas être en télétravail parce qu'il se dit « j'ai besoin d'avoir le contact de mes collègues », il va lui-même le dire. Donc, c'est plus un empêchement de la direction. Ça, moi, j'achète ça à 100%. Ce qui veut dire que plein de monde y ont goûté à c'est quoi le télétravail. Plein de monde ont aimé ça. Je pense plus que l'inverse. Et d'après moi, ça va être permanent, ça, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Moi, tu le sais, je me suis objecté, j'ai tout fait pour ne pas faire du télétravail. La station avait installé une ligne broadcast chez nous pour que je fasse mes émissions à partir de ma maison. J'ai refusé. Il y a d'autres animateurs dans la même station qui l'ont fait et qui étaient bien contents de le faire. Moi, j'avais besoin d'une routine, j'avais besoin de sortir de chez nous. Une des choses qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus souffert pendant la pandémie, pendant le confinement, c'était de ne pas sortir, de ne pas voir du monde, de ne pas bouger assez. Puis, pour moi, ça serait un peu
un emprisonnement si tu me disais qu'il faudrait que je travaille chez nous. Puis je sais qu'il y a des gars, surtout des gars, semble-t-il, qu'on pense comme ça, là, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient aussi. Puis j'ai un ami, évidemment, c'est pas un sondage, là, c'est une petite business, là, il y a 10 employés, c'est pas la fin du monde. Là. Lui, il rentrait avec son adjointe la plus proche, les autres, ils rentraient, mais les 8 autres employés, ils rentraient plus. Et sur les 8 autres, il y en a... Là, il les a appelés pour revenir parce que là, les bureaux graduellement ouvraient, puis il a demandé lesquels voulaient venir et lesquels ne voulaient pas venir pour faire les priorités parce qu'il fallait qu'il fasse rentrer le monde graduellement. Sur les 8, il y en a 6 qui ne voulaient plus revenir. Ouais. Puis il y en a 2 qui ont dit que s'il revenait, il donnait sa démission, ils ne veulent plus retourner au bureau. Oui, mais moi, je ne suis pas contre ça. Ça me dérange pas du tout, mais les chiffres, moi je pensais pas. Moi, je pensais que 90% du monde voudrait revenir au bureau. Non. Ils s'ennuyaient de la machine à café puis jasaient avec le collègue. Non. Non, zéro. Non, c'est pas vrai. De toute façon, par définition, tes collègues te sont imposés. C'est pas comme tes amis ou ta famille. C'est du monde avec qui tu peux bien t'entendre, mais en même temps, je veux dire, quand la journée est finie, il y en a combien avec qui oui, mais c'est ça qui est le fun, que tu rencontres du monde qui, autrement, tu connaîtrais pas, ben, que tu iras jamais, avec qui tu n'as rien en commun. Tu iras prendre un café, tu iras au centre d'achat comme les vieux. C'est comme, non, moi, je vais te dire, il y a certaines professions où il faut que tu sois en think tank en train de penser à tes affaires. Mais il y en a d'autres. Et je veux dire, excuse-moi, Éric, mais toi et moi, on vivait quasiment déjà ça. Je te balançais mes sujets, tu les avais tout le temps vers 10 h le matin, 5 sujets qui se ramassaient dans l'émission, t'es gobais toutes. On en prenait toutes. Tu me voyais pas. On n'était pas en train de les brainstormer. Minute, quand on faisait le show, par exemple, là, des fois, tu le faisais, mettons, à Montréal. Ah, mais non, mais à Québec. Puis je trouvais ça beaucoup plus dur. Ah, ben oui. J'aime bien mieux quand on est face à face, toi puis moi, puis qu'on jase. Bon. Pour moi, un être humain, ça vaut encore quelque chose. Un écran d'ordinateur, j'ai de la misère avec ça. Je suis d'accord. Il y a plein de... C'est pour ça que je te dis que... moi, je vois 2 affaires. C'est-à-dire, il y a des boss qui n'ont plus de raison de l'interdire. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, mais ils ne peuvent plus dire non. Puis de l'autre bord, tu as plein de monde qui y ont goûté, qui ont fait « Wow, c'est génial » et d'autres qui vont faire comme « Ça me convient absolument pas ». Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que je pense que de façon permanente, on va avoir moins besoin d'avoir le même monde en même temps tout le temps du lundi au vendredi. Il va y avoir un heureux mélange qui va se créer, puis ça va être selon l'industrie. Ça fait qu'en publicité, ça se peut pas que tu fasses des brainstorms tout seul, tout le monde. Ça se peut pas. Tu es obligé à un moment donné d'échanger tes idées. Ben oui. Mais moi, j'ai un de mes grands chums qui travaille en informatique, qui souhaitait depuis tellement longtemps de pouvoir travailler chez eux tranquille devant son ordi. Il dit maintenant, je vis mes meilleures années. Il dit, je suis productif, c'est mon agenda, puis à la fin de la semaine, j'ai torché tout le monde, je livre, puis c'est dans mes conditions à moi, mais il est très compétent. Ça, c'est l'autre affaire. Ce qu'on va peut-être voir, c'est des gens très compétents qui en profitent très bien, puis des gens très incompétents qui réussissent maintenant à se cacher. C'est peut-être entre les deux que le défi se situe. C'est-à-dire les employés corrects qui vont faire « Ouais, ça me convient, oui puis non ». Mais là, si tu as raison, ça veut dire que l'espace de bureau, par exemple, va réduire. Parce que si les gens viennent juste de temps en temps, au lieu d'avoir 10 bureaux, on va en avoir 3. Ouais. Et on va se les échanger, puis on va être 2 puis 3 par bureau. Je crois. Fait que là, ça veut dire que nos tours à bureau, par exemple, au centre-ville de Montréal, vont se vider. Non. Mais ils vont être remplacés par quoi? Alors, moi, d'après moi, ce qui se passe, c'est que toutes les grandes villes du monde... Aujourd'hui, dans le New York Times, il y a un article, aujourd'hui, au moment où on enregistre, qui dit que les déménageurs à New York refusent la job. Le monde sort de New York comme des malades. Puis vraiment, il y en a qui pensent que la ville, c'est fini, puis blablabla. Moi, ce que je crois, c'est que la nature déteste le vide. C'est qu'actuellement, les grandes villes ont tout ce problème-là pour les questions de sanitaire. Il va y avoir donc une baisse des prix, une baisse de toutes sortes d'affaires, qui va donc être remplacée par une autre clientèle qui va envahir le centre-ville, qui n'en avait pas les moyens. Ça veut dire des plus jeunes, par exemple. Des jeunes compagnies qui vont dire, au lieu de mettre notre bureau à Brossard, on va le mettre directement au centre-ville. Ça fait que les bureaux vont rapetisser, mais une nouvelle clientèle va pallier à ça. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense qu'on a peut-être... Mais attends une minute, là, il y a de l'espace qui va se perdre, là, parce que... Ben non, c'est ça que je te dis. C'est parce que si, là, il y a de plus en plus de monde qui ils utilisent la chambre d'amis comme bureau chez eux, là, plutôt que des bureaux... Il va y avoir un trou en quelque part. Oui, mais ça va être comblé par du monde qui, avant, n'avait pas les moyens d'aller avoir un bureau centre-ville. Mais ça veut dire qu'à Brassard, d'abord, les tours vont être vides? Non, parce qu'il y a des compagnies qui veulent déménager de Montréal. Tu sais, il va y avoir des trous, là. Je crois pas. Je crois qu'il va y avoir plus de petits bureaux, au lieu d'avoir beaucoup des énormes grands bureaux d'hydro, de tout ça. C'est ce que je crois. Penses-tu que c'est la campagne qui va en profiter ultimement? Parce que ça, c'est... Actuellement, c'est ça. Présentement, c'est ça. Là. C'est le premier impact, là, c'est moi, je regarde, là, écoute, j'ai été au chalet, j'ai un chalet à Saint-Michel-des-Saints. J'ai jamais vu autant de monde au village qu'au cours des dernières semaines. Ouais. Puis écoute, ça fait 40 ans que je vais là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est clair. Puis je vois le centre-ville, je l'ai jamais vu aussi désert. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est certain que... Mais là, est-ce que c'est saisonnier?
Est-ce que c'est pendant que la pandémie a encore cours ou si c'est quelque chose à moyen et à long terme? Parce que là, on le voit déjà au niveau de l'immobilier. Il y a une grosse demande pour les maisons qui sont le plus loin possible. Absolument. On n'a pas encore vu le déclin de l'immobilier, par exemple, au centre-ville de Montréal, mais... Condo, ça a déjà des... Moi, je peux te le dire. Ça commence déjà? Ah ben oui. Ah, les prix aussi? Ah, mais il y a quasiment 20% moins de transactions en juillet qu'il y en avait en juillet l'an passé. OK, en termes de transactions, mais les prix n'ont pas commencé mais ça va à suivre. dégringoler. Ça va suivre. C'est... La SCHL parle de 18 pour l'ensemble du parc immobilier au Québec. Mais moi, j'ai l'impression que quand tu arrives au centre-ville, ça risque d'être plus que ça. C'est tout là. Moi, je suis carrément là, puis je le vois là, dans le tour où je reste. Là. Chance de pas acheter tout de suite. Hein? C'est exact. Non, mais pour vrai. Non, mais là, en tout cas, normalement, cet automne, je vais pouvoir me... Tu vas pouvoir pogner un bargain, je vais comme me on régaler. dit. Mais il reste que ce que je vois, c'est des inscriptions qui se rajoutent et aucune qui part. Tout le temps. Chaque semaine. Ça veut dire que l'offre augmente puis la demande, il n'y en a pas. Exact. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça dégringole. L'offre et la demande, à un moment donné, quelqu'un baisse son prix. Il Parce pas que le choix, il va être prêt à gauche. Puis en plus, c'est une tour. Ça veut dire ce que tu fais. Tu dis, bon, là, je m'en vais voir ces 6-là. 9h, 9h30, 10h, 10h30. Puis je fais une offre. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Excuse-moi, c'est de même. Puis je baisse de 20-25 puis celui qui va mordre à l'hameçon, je le pogne. Ciao, bye. Puis il y a quelqu'un qui veut vendre, puis c'est tout. Maintenant, par rapport à la COVID, politiquement, qu'est-ce que tu penses qui va imprégner la réalité? Enlevons, les CHSLD vont être mieux gérés, là. En tout cas, du moins, on le souhaite, mais enlevons ça. Non, il va y avoir une polarisation entre... Il y a des gens qui les appellent les mondialistes ou appelle ça comme tu voudras, mais ça ne sera pas une polarisation nécessairement juste gauche-droite. Oui, il va y avoir une polarisation gauche-droite, puis on y reviendra tantôt, mais la polarisation qui m'intéresse encore plus, c'est celle qui veut... C'est un courant politique qui va vouloir s'inscrire dans ce qui se passe partout sur la planète. Puis on l'a vu beaucoup, là, hein? C'est à partir de la Chine communiste, puis ça s'est rendu jusqu'aux États-Unis en passant par nous autres, puis l'Europe, là, où on a à peu près adopté beaucoup de mesures communes, puis où on suit ce qui se passe dans le pays par rapport à l'autre, puis on essaie de se copier un pays et l'autre. Ça va être un courant politique qui va affronter ceux et celles qui veulent être des Gaulois. C'est-à-dire qu'ils disent, nous autres, chez nous, là, on veut gérer nos affaires. Donc, tu penses que ça ravive le souverainisme? Versus le mondialiste. Il va y avoir les deux courants. Mais ça existe déjà. Oui, mais la polarisation entre les deux va être plus grande. OK. Il va y avoir plus de division sur cet axe-là. OK. Je pense. Ça se peut. Parce que là, il y a vraiment, je le vois vraiment là, sur les réseaux sociaux, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent ce qui se passe, puis sont toujours en train de citer les exemples étrangers, puis ils s'inscrivent là-dedans. Puis tu as ceux et celles qui disent, ben garde, faut pas faire comme les autres, puis il faut arrêter d'importer les mauvaises mesures, puis il faut continuer à ce qu'on a toujours fait de mieux chez nous. Fait que je pense que ça va être un changement politique. Qui va gagner avec ça? Je ne parle pas au niveau de la population, au niveau des partis, au niveau de ceux qui sont les acteurs. C'est-tu le PQ qui dit souverainiste au Québec, du PQ? Présentement. Ouais. À court terme, on est obligé parce que de je dire les entends pas faire ce que tu dis, moi. J'entends personne. La CAQ a beaucoup gagné pendant la crise parce qu'elle a rassuré. On a vu le taux d'approbation du premier ministre puis de son parti. À vrai dire, les autres, ils n'ont même pas d'exposure à l'autre. Mais moi, là, je suis un des rares qui pense que ça pourrait leur nuire à moyen et à long terme. Je me souviens de Lucien Bouchard. Rappelle-toi quand il y a eu la crise du verglas au Québec. Hein, on était scotchés à nos écrans, comme un peu pendant la pandémie. Le col roulé blanc. Puis on regardait ce qui se passait. Puis c'était André Caillé d'Hydro-Québec avec Lucien Bouchard qui faisait leur conférence de presse quotidienne puis qui nous disait ce qui se passait. Et le gouvernement du Québec de l'époque, du Parti québécois, a atteint un seuil de popularité record dans l'histoire. Puis quand on est arrivé aux élections, rappelez-vous que Lucien Bouchard a eu moins de votes que Jean Charest, même s'il a été réélu. Ouais. Fait que c'était quoi l'explication? L'explication, puis je vais prendre un autre exemple, Churchill, hein, que tout le monde pensait qu'il avait, ça avait été le grand héros de la guerre. Ce qui est vrai. Puis il est arrivé en campagne électorale. Pouf! C'est ça. Fait que est-ce que... Puis... Bon, mais c'est quoi qui explique ça? Ben, c'est que je pense qu'en temps de crise, on a spontanément un sens de solidarité, de serrer les coudes. Parce qu'on se dit, là, c'est pas le temps de chicaner puis de se diviser. Trudeau là. aussi. Fait que là, on va se serrer les coudes, puis on va se rallier autour de notre premier ministre. Puis Trudeau, oui, puis non. Ben, en tout cas, pas au Québec. Parce non, mais que ces Québec, sondages ont été quand même une hausse assez impressionnante. Mais moins que Legault, parce qu'on s'est vraiment rallié plus à Legault. C'est plus lui qui nous disait ce qui se passait. En tout cas, en tant que Québécois, c'était vers lui qu'on se tournait d'abord. C'est vrai. Et j'ai l'impression que ce sentiment de on se serre les coudes, quand la poussière commence à retomber, puis quand on voit le bilan, puis qu'on analyse le résultat, ben on risque d'avoir une opinion différente. Et là, on va commencer à blâmer, puis à critiquer, puis c'est là que Legault va dégringoler. Je pense. Si peut-être je me trompe à 100%, il va peut-être être encore plus fort. Mais j'ai comme l'impression que moi, j'ai été très critique pendant la crise. Je sais que j'étais un des rares, puis je le suis encore plus aujourd'hui, puis j'ai l'impression que je vais l'être encore plus dans 6 mois.
Parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées au Québec. Quand on regarde le résultat, regardez pas les conférences de presse à Legault, c'est vrai qu'il a bien communiqué son message. Mais regardez le résultat, là, Montréal fait partie des 4 pires villes au monde en termes de perte de vie humaine. Puis le Québec, de loin, est encore l'endroit au Canada présentement où il y a le plus de gens qui se contaminent. On n'a pas été les champions au niveau de la gestion de cette crise-là. Puis au niveau de l'économie, on est une des économies qui a le plus souffert, où on a le plus confiné. Fait que de toute évidence, on n'avait pas la bonne recette, là. Et je pense que ça va finir par rattraper Legault. Puis il y a eu beaucoup d'incohérences tout au long de la crise. Puis on se dit, c'est pas grave, il faut être solidaire, il faut fermer nos gueules. Mais là, tranquillement, ils vont se le faire mettre d'en face. Fait que je pense qu'à moyen terme, ça sera pas bon pour la CAQ. Puis la CAQ avait pas besoin de la crise, dans le sens où il était déjà très populaire avant que ça arrive. Puis eux autres, ils surfaient, là, tu sais, tout allait bien, tout va très bien. Mais là, j'ai l'impression que la Mais la lecture que tu fais, je sais pas combien de Québécois vont la faire, même après coup. C'est pas clair. C'est pas clair. Non, c'est pas clair au moment où on se parle, parce qu'on est encore dedans d'une certaine façon. Là. Il n'y a plus de cas, mais on a encore des mesures qui sont adoptées, puis on est encore en train de... Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Tout ça est une discussion intéressante, mais je sais pas si, par définition... Parce que ton option se vaut, mais je sais pas combien de monde adhère et vont adhérer, à tort ou à raison, à ce qui a été proposé, ou même imposé, excuse-moi, soyons clairs. Puis je sais pas combien vont être dans ton camp à dire « je pense que c'était pas la bonne façon de faire ». Puis regardons du côté d'Ottawa maintenant. Du côté d'Ottawa, moi je pense qu'à court terme, ça va profiter à Justin Trudeau là aussi, puis à long terme, ça va être très, très peu bon, très, très mauvais pour lui en fait. Ah bon? Parce que... Toi, tu prévois très bon pour lui à court, puis tout à coup... Moi, je pense qu'il en a encore pour 6 mois, 1 an, puis après ça va être la catastrophe. Ah bon? Parce que lui, c'est une question de finances publiques. Regarde juste les chiffres. Là, je te dis, c'est l'économiste en moi qui te parle. Là. Tu peux pas accumuler un déficit de 343 milliards minimum, puis là, on nous prépare des grosses dépenses en plus qui s'en viennent dans les prochains mois. Là. Un moment donné, il va falloir qu'ils nous disent, oui, il va prendre l'argent pour payer ça. Là. Et quand il va arriver pour présenter un budget, parce qu'il va devoir le faire tôt ou tard. Tu veux dire qu'il va abîmer plein de monde. Donc, en un mot, il va être... Même s'il avait super bien agi, il est presque assuré de perdre à cause que quand il va dire, bon, ben là, maintenant, voici comment... Ouais. Je comprends. Donc, n'importe qui aurait été dans cette chaise-là. Quand tu sors le chéquier, puis tu distribues les cadeaux, tu passes pour un Père Noël, là, ça va bien, puis tu montes. C'est ça qu'il a fait depuis des mois. Oui, mais tout le monde. Le jour où il faut qu'il se revire de bord, puis qu'il aille à la banque, puis qu'il collecte le monde pour remplir son compte de banque, là, ça va hurler. Qui va payer pour la COVID? C'est ça. Oui, mais je te pose la question. Parce que moi, je me pose la question. Les villes n'ont même pas le droit de s'endetter. Donc, il va falloir qu'ils disent... Ils sont en dèche à côté, là. Bon. Tout le monde va payer pour tout le monde, mais c'est qui le tout le monde? Moi, ce bout-là, j'ai aucune idée. Bien, ça veut dire que les taxes... Non, mais dans le monde entier, c'est le même problème. Oui, mais au Québec puis au Canada en particulier, parce qu'on a dépensé beaucoup plus per capita en termes par rapport à notre PIB. Là, par rapport à la taille de notre économie puis notre salaire, le pourcentage d'argent... C'est plus qu'ailleurs dans le monde. Oui, on est le pire pays là, de l'OCDE. Pire que la France, oui. Parce que la France aussi n'a pas les idées. Oui, en termes de finances publiques, on est le pire pays. Mais est-ce qui a le plus investi ou gaspillé, ça dépend comment tu t'appelles ça. Là. Mais ça, il va falloir à un moment donné le rembourser. Puis ça veut dire augmentation de taxes, augmentation d'impôts, diminution des services. Il n'y a pas 56 000 façons de fermer les livres. Là. Puis à un moment donné, c'est parce que t'endetter, ça a déjà commencé. Là. La cote de crédit du Canada commence à dégringoler. Là, ça veut dire que les taux d'intérêt vont monter si on continue à trop s'endetter. Fait que là, tu peux plus. Fait qu'il n'y a plus de solution magique puis gagnante. Là. Fait qu'il va falloir... Mais quand ce problème-là est partout dans le monde, ou presque, dans tous les gros pays... Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des dettes qui vont être rayées. Ça se peut juste pas. C'est parce que si tu commences à rayer des dettes, Marc, là, qui non, va mais je te dis pas que je le souhaite. Non, mais c'est parce que là, c'est l'effondrement du système financier actuel. Là. Parce que qui va vouloir mettre de l'argent dans quelque chose quand tu sais... À qui tu prêterais de l'argent en sachant qu'il te rembourse pas? Ça se peut, je te rembourse pas. Je suis bien d'accord. Tu prêteras plus d'argent à personne. Non. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand on prête plus d'argent à personne? Ouais. Qui va pouvoir emprunter? Qui va pouvoir développer l'économie? Je veux dire, tout s'effondre. Là. Il n'y a plus de confiance. Et notre système est basé sur la confiance qu'on a dans les marchés, justement, puis de pouvoir prêter de l'argent, puis de se faire rembourser, puis légalement d'avoir des possibilités d'aller récupérer ça. À partir du moment où tu fais des write-offs, à partir du moment où tu rayes de la dette, là, tu te mets dans une situation où la crise économique reste encore bien pire que si tu faisais des coupures ou tu augmentais les taxes. Fait que mais tout ça pour te dire que peu importe le scénario qui est envisagé, c'est tous des scénarios perdants. Dans le menu, il n'y a pas 50 items, c'est ça que tu veux dire. Puis ça va tous être perdants politiquement. Le politicien qui va faire ça, c'est un suicide. Ouais. Puis c'est pour ça que Trudeau, d'après moi, il a intérêt à déclencher les élections plus sacrées. Parce que plus il va attendre... Ah oui, hein? Parce que là, plus il est fait vite, plus le monde se souvienne qu'ils ont reçu des chèques. Plus il attend, plus le monde va voir la facture rentrer. Parce que le jour où il te donne de la 25$, moi,
Si je prends 20, je te donne 20, 30, 40, 60 piastres, tu vas dire, merci Eric, je t'aime, tu vas m'embrasser, tu vas vouloir voter pour moi. Mais le jour où tu vas te rendre compte que je t'ai volé ton portefeuille puis je t'ai donné la moitié de ce que j'ai trouvé dedans, tu vas me trouver moins drôle. Ouais. C'est un peu ça qui risque de se passer dans les prochains mois. Là. Fait que je sais pas. Puis t'as raison, il y a beaucoup de pays qui sont mis dans une situation précaire. Puis ce qui me choque le plus là-dedans... Écoute, l'Union européenne, parce que moi, je suis plus l'actualité européenne. L'Union européenne, tu sais qu'ils ont voté pour la première fois quelque chose qui avait dit qui était interdit, un prêt de 750 milliards qui se redonne entre eux autres. Ils se prêtent de l'argent. Oui. Parce que l'Union européenne, ça n'existe pas. À vrai dire, l'Europe, ça n'existe pas. Je pense que c'est Churchill qui disait, c'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe encore? C'est une création de l'esprit. C'est ça, si on veut. Fait que là, tu sais qu'il y ait des ententes, etc. Mais l'Europe, elle passe sur une carte. Puis là, tout à coup, 750 millions, initiés par l'Allemagne, qui est comme le leader de l'Europe, mais à quelque part, parce que ça va leur revenir en moussant l'industrie automobile, etc. Je te dis ce qui est rapporté. Ça fait que tu fais comme... Si on commence à juste faire des jeux d'écriture, il va y avoir quelque chose à quelque part qui ne marchera pas non plus. Il faut que ce soit de la vraie argent. Puis un vrai remboursement qui vient de où? T'sais? Ce qui est choquant aussi, là, c'est que le pays présentement qui s'en sort le mieux, c'est la Chine. C'est eux qui, les premiers, ont réussi à remonter ça de l'autre par en haut. Ouais. Alors que c'est le pays qui nous a tous mis dans la merde. Là. Puis on sait de plus en plus, puis c'est de plus en plus documenté que c'est des erreurs de la Chine, c'est le manque de transparence de la Chine qui a fait que ça s'est propagé avant même qu'ils en informent tout le monde. Ce qui semble assez vrai, c'est ça. C'est qu'il y a eu des délais, toujours dans leur espèce de culture du secret interne, qui fait que tout à coup, genre, hey, on le dira pas. Tu sais, comme genre, j'ai cassé la vitre dans le sous-sol, je le dirai pas à ma mère. Ben oui, t'es un enfant unique, t'es le seul qui joue au baseball. Tu sais, l'histoire de pangolin puis de chauve-souris, tout ça, là, tu sais, là, c'est de moins en moins crédible. On sait que ça vient d'un laboratoire à Wuhan puis que le virus s'est échappé de là. Oui, ça se peut que ça se soit après ça. Il y a des animaux puis il y a des gens dans le marché qui sont contaminés, mais d'abord et avant tout, c'est des humains. Mais où tu vois ça, ce bout-là? Parce que moi, j'ai pas vu rien qui était si confirmé de source crédible. Ils confirmeront jamais. Penses-tu que les Chinois vont... Non, mais s'ils confirment jamais, d'où tu tiens, toi, l'idée que tu fais, c'est plus un laboratoire? Du laboratoire. Parce que, justement, ils étudiaient les coronavirus, comme par hasard, dans le laboratoire à Wuhan. Puis c'est de là que ça se serait échappé. Puis la théorie la plus plausible, ça serait qu'un employé de ce laboratoire-là aurait effectivement fréquenté le marché, ce qui est tout à fait normal. C'est le monde dans une ville vont dans des marchés. Puis là, c'est parti en couille. C'est sûr que... Parce que quand on arrive au point zéro, ils pensent que c'est le marché. Mais le marché, oui, il a propagé le virus-là, mais il venait de où? Donc, tout ça pour dire que les Chinois, avec leur gestion épouvantable de cette crise-là au départ, qui ont causé tous les dommages au reste de la planète, risquent d'être ceux, ultimement, qui vont en profiter. Puis ça, là, quand tu y penses, là, c'est comme, il n'y a pas de justice. Là, c'est clair. C'est dégueulasse, là. Puis s'ils ne l'avouent pas, les Chinois, il y a une raison. Le jour où les Chinois vont dire c'est notre faute, on va dire, gars, remboursez-nous. Le 750 milliards, tu penses pas que l'Europe va leur dire donnez-nous-le? Puis tu penses pas que les Américains, puis nous autres, notre 343 milliards, nous autres de dettes, là, je veux dire, les Chinois, ils veulent pas être imputables, là. Puis qui va vouloir continuer à faire de la business avec eux? D'après moi, ils l'avoueront jamais. C'est un système tellement opaque, puis c'est tellement une dictature forte que pour eux autres, c'est facile de garder le secret, là. Il n'y aura pas de sonneurs d'alarme chinois qui vont se mettre à dire la vérité. Puis s'ils le disent, d'après moi, ils ne feront pas vieux os, là. C'est sûr que peu importe le fond de l'histoire, que je connais pas ni toi, je pense jamais que la Chine va nous dire maintenant on connaît la vérité puis on a une belle conférence de presse internationale. On voudrait vous dire on l'a échappé, c'est bien plate. On voulait pas, mais finalement c'est sorti ou peu importe. Ou whatever. La chance qu'on sache la vérité de l'origine de ça, c'est plutôt mince. Maintenant, les spécialistes en virologie ont peut-être un avis que moi, écoute, ce bout-là rendu là, je veux pas faire justement mon spécialiste YouTube, là, mais il reste que, clairement, c'est parti de là. Moi, je crois pas du tout que ça a été volontairement envoyé, là. D'après moi, ça, c'est des balivernes. D'après moi, c'est un accident. C'est qu'il étudiait ça en laboratoire, puis tout ça, puis il y en a un qui l'a... Comme dans les films, mais ces films-là, ils sont crédibles, là. Tu sais, les films qui traitent exactement de ça. Genre, on l'a échappé. Écoute, c'est un virus, là. Mais voilà. Mais quelle aventure, hein? On aura vécu ça pareil. Puis... Notre vie sera plus pareille. Moi, je suis un peu pessimiste, Marc. J'ai comme l'impression, parce que pour revenir à ta question de départ, là, comment on va sortir de ça? On va sortir de là plus pauvre. Tu penses? Puis c'est drôle, hein? J'ai l'impression que, tu sais, rappelle-toi, on avait Greta, il y a peut-être 1 an, qui était ici à Montréal, là, puis que ça faisait la pluie et le beau temps. J'ai comme l'impression qu'il y a plein d'enjeux qu'on était là, très divisés, puis qui retenaient beaucoup l'attention.
puis qui aujourd'hui sont passés au second plan. Tu sais, le gars qui a perdu sa job, l'autre qui a fait faillite, le restaurant qui marche, coup-ci, coup-ça. Ah, ben là... Penses-tu que ces gens-là ont le goût d'aller manifester pour l'environnement matin? Là? Non. Mais la réalité demeure. Là, les autres problèmes que toi-même tu avais au plan personnel, ils n'ont pas disparu. Non, mais je suis désolé. On revient à base. Puis la base, là, c'est manger 3 repas par jour. Oui, puis nourrir ta famille, si puis avoir un toit de palier. Si tu es en mode, oui. Puis j'ai l'impression qu'on va retourner là, parce qu'une société qui s'appauvrit, là, elle se replie sur ses besoins de base. Oui, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça va s'appauvrir, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça va... Il y a un vaccin qui peut arriver, peut repartir, puis tu peux être surpris de voir qu'est-ce qui arrive. Moi, c'est drôle, je suis beaucoup plus positif que toi là-dessus. Toi, tu penses qu'il va y avoir un vaccin, puis ça va tout revirer de bord. Mais c'est pas grave. Fauci a dit hier que des vaccins allaient arriver avant la fin de l'année. Oui, mais écoute, là... Ben... Moi, là, Marc, il m'a dit quelque chose. OK, je suis gay. Il y a 30 quelques années, là, 30, 40 ans... Tu vas me parler du sida. On se faisait dire que le sida, là, baisez pas pendant 1 an ou 2, il y a un vaccin qui s'en vient. Je comprends. Que les gars qui n'ont pas baisé, là, ils ont eu une vie plate par à peu près aujourd'hui. Écoute, je suis pas en train de te dire, hey, devine quoi, moi, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel. Je te dis qu'il va en avoir un d'après moi, mais tu as raison, peut-être jamais. Puis que cette situation... pendant combien de temps? Le vaccin pour la grippe, il fonctionne une année sur 2. S'il y a une mutation, c'est pas long. Parfait. OK, mais je veux dire, est-ce qu'on a vécu les 8000 dernières années? Ça fait 6000 ans que la civilisation existe. Là. Je suis allé d'ailleurs au Liban, dans la première ville, Baalbek, qui est supposément la première ville digne de ce nom. C'est drôle, hein? Ah bon? Mais c'est parce qu'il y a toute une... Il y a une bataille là-dessus, hein? Parce que moi, j'étais à Erbil, au Kurdistan, puis ils disaient qu'eux autres, c'était la plus vieille ville aussi. Bon, ben c'est comme la poutine, ça vient de Drama. Mais bref, tout ça pour dire que... voyons, qu'est-ce que je voulais dire, là? J'ai perdu le fil de mon... Excuse-moi, je t'ai fait perdre ton... Oui, enfin, à parler de poutine puis de choses. Non, mais on parlait du vaccin. Ce que je disais, c'est que je suis plus optimiste que toi. Moi, je crois que oui, il va y avoir un vaccin, parce que pour la première fois, quasiment de l'humanité, toute la planète travaille sur la même job. Toute la planète travaille sur la même job. C'est pas rien, là. C'est jamais arrivé avant. Fait que là, d'après moi, oui, il va arriver de quoi. D'ailleurs, les Russes, tu le sais, prétendent qu'un vaccin russe, c'est comme une montre. Même si on a des chercheurs qui testent des vaccins à Québec, on se parle, Québec. Bon, moi, je crois que quand ça va être fait, puis qu'effectivement, tout à coup, bang, il va avoir vraiment... la confiance va revenir pour une grande majorité de la population. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon, je m'en fous. Puis ceux qui, comme moi, vont dire « OK, go », ben à ce moment-là, tu pars, puis tu as une confiance qui n'est pas actuellement. Moi, les gens qui me fâchent actuellement, c'est les gens qui ont le droit de sortir et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur encore. Ça, moi, ça me fâche. Ça me fâche. De qui tu parles, là? Tous ceux qui peuvent aller au restaurant qui font « Ouais, j'ai peur, m'attendre encore ». C'est à cause de qui tu penses que l'économie ne repart pas? C'est pas à cause que les restaurants qui sont pas prêts, là? Moi, ça me fâche. Donc, quand il va y avoir un vaccin, même ceux qui ne se font pas vacciner, je m'en fous. Je te dis juste que les gens vont reprendre une confiance, vont avoir le goût tout à coup d'y aller. Et là, tu vas avoir un deuxième soubresaut. Pour moi, la deuxième vague, ça va être une deuxième vague vers le haut, pas vers le bas. Ça va être une vague de gens qui vont se mettre à sortir. Il y a quand même des dettes là, qu'il va falloir qu'on rembourse. Oui, je te parle juste de faire bouger, qu'on arrête de se promener puis qu'il s'évite partout, man. Mais en même temps, Marc, là, aller au restaurant, puis ça, c'est une affaire que j'espère que c'est pas permanent puis que ça n'a pas changé. Là, ça fait pas partie des choses qui ont changé à cause de la COVID. Moi, j'ai encore le feeling un peu d'arriver dans une espèce d'hôpital quand je vais au restaurant. Oui, il y a plusieurs places, c'est plat. Moi, là, voir un serveur avec une vitre, puis avec un masque, puis qui me parle, puis je comprends rien, puis que... C'est très moche. D'être obligé, là, que les menus, tu sais, t'es scans, justement, puis là, tout le monde se regarde, puis... Tout là, ça, c'est très là, moche. Tu te lèves, puis tu as oublié de mettre ton masque pour aller aux toilettes, puis là, tu le charges dans tes poches, puis là, tu te fais regarder comme si t'étais un tueur parce que tu l'as pas mis pendant 3 pas. Il y a quelque chose, moi, qui me dérange là-dedans. Là. Je suis d'accord, puis mais... que tu rentres, puis c'est le pot de purée. Là... Je te suis, Éric, mais je veux dire, à un moment donné, moi, je veux contribuer à que ça reparte. Ça fait que j'essaie de passer par-dessus ça. Là, je vois pas comment les restaurants vont pouvoir marcher. Je suis d'accord. Moi, mais ces mesures-là, c'est pas un hasard. Là. C'est pas comme genre, ce sera le fun de mettre des vitres entre deux personnes. Plexiglas, puis tout. OK. C'est comme c'est plate d'aller à l'urgence quand on s'est cassé une jambe. OK, mais on y va pas pour le fun. Au restaurant, là, c'est parce que j'ai le goût de vivre une expérience. À l'hôpital, c'est parce que je suis obligé. Je comprends. Au restaurant, je suis pas obligé. Je comprends. Ce que je fais, j'aime autant cuisiner chez nous. Là, j'ai pas toutes ces mesures sanitaires-là. Puis j'ai plus de plaisir maintenant à recevoir des amis chez nous que de les voir au resto. OK. Mais je te dis juste qu'à un moment donné, si tu avais des habitudes, moi, j'ai hâte que ces habitudes-là reviennent. Je faisais là, après ça, chacun, je commencerai pas, il n'y aura pas de règlement à aller au centre d'achat. Mais je trouve ça dommage qu'actuellement, il y a des gens qui ont encore des réticences à aller où est-ce que tu peux y aller. Moi, je veux... moi, quand les cinémas ont réouvert, le jour même, j'étais au cinéma. Point barre. OK, là, je vais te parler des points barres. Je vais continuer sur le bar. Puis je vais continuer sur ta question de départ. Qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui a changé de façon permanente? Je parlais à un de mes amis qui est propriétaire de bar cette semaine, puis il me dirait que je sais pas si on va s'en sortir. Je sais pas si un jour... Tu sais, je sais, probablement, lui, il y a beaucoup de craintes, là, comme l'ensemble des bars, des tenanciers de bars présentement, pour savoir est-ce que oui ou non, ils vont fermer leurs portes, faire faillite ou pas.
C'est pas impossible hein, que Je sais. 75, 80, 90% des bars ferment dans les prochains mois. Il me dit probablement de fermer à minuit. Pour moi, mon bar, je peux pas être profitable. Oubliez ça. Là. Ouais. Fermer à minuit, pour moi, c'est impossible. Fait que présentement, pendant combien de temps je suis prêt à manger de l'argent? Ouais. Puis que j'espère que le gouvernement, à un moment donné, va nous donner un break et nous permettre de réouvrir jusqu'à 3 heures. Puis deuxièmement, les jeunes puis les gens qui viennent plus dans les bars présentement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le 40-50$ qu'ils venaient mettre le jeudi soir chez nous? Puis est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là de l'autre place ou est-ce qu'ils l'ont mis en attendant puis ils vont le ramener chez nous ou s'il est là-bas pour toujours puis que même quand on va réouvrir, ils reviendront plus avec le 50$? Toutes d'excellentes questions que je peux pas te répondre. Parce que, tu sais, là, je pense que les grands gagnants, puis ça revient un peu au débat politique dont je t'ai parlé tantôt entre le local puis le nationalisme versus le mondialisme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de PME qui souffrent. Puis j'ai l'impression qu'il y a des géants qui profitent. Ah, ben c'est clair. Et non, mais ça, c'est épouvantable. Le 50$, au lieu de le mettre dans le petit bar du coin de la rue, là, s'ils le mettent en technologie, puis ils le mettent toutes sortes de maudites applications, puis toutes sortes de sites, ben c'est pas québécois, ça. Là. Je suis d'accord. C'est la même chose avec les magasins. Le Walmart va investir 3,5 milliards de dollars dans les prochains mois au Canada. Ils ont profité de la crise comme c'est pas possible. Regardez les petites boutiques qui vendent les mêmes produits que vous trouvez chez Walmart sur votre rue principale. Vous allez voir qu'il n'y en a plus beaucoup qui vont rester ouverts. Les PME puis les petits entrepreneurs vont tous crever puis les multinationales vont les bouffer. Puis notre gouvernement là-dedans, là, moi je les trouve, puis la CAQ comme le Parti libéral au Canada, je les trouve responsables de ça. La façon dont ils ont géré le confinement, ils ont donné aux multinationales le monopole puis ils ont obligé nos PME à fermer. Puis ça va avoir une catastrophe économique qui va avoir des effets dévastateurs pour notre économie locale puis qui a des effets très bénéfiques des multinationales. Puis je comprends pas qu'un gars comme François Legault, qui est quand même un homme d'affaires, qui a pas vu ça, puis que lui qui est toujours supposément pour les entreprises québécoises, c'est un entrepreneur québécois. Mais tu parles comme s'il n'y avait pas eu de virus. Non, mais c'est pas ça. À un moment donné, il a fallu gérer ça. Là. Ben, pourquoi il a permis à Walmart de vendre des vélos puis il ne permettait pas à mon vendeur de vélos de la rue de vendre des vélos? Ouais. Mais non, mais c'est comme ça pour toutes les types de commerce. Il y a qu'à Faucon, là, à un moment donné, quand tout à coup, t'es dans le bordel. Dans le domaine de la restauration, là, qui a profité? Les grandes chaînes. Qui est en train de souffrir? Tous les restaurants indépendants. Qui va fermer en premier? Tous les petits. Parce que... Mais pourtant, ils ont les mêmes règlements, Eric. Attends. D'abord, les chaînes, il y avait déjà du take-out beaucoup plus. Ils ont plus d'espace, ils ont plus de possibilités d'envoyer un message pour l'ensemble du commerce parce que les règles varient tout le temps puis il y a eu beaucoup de changements. Pour un petit commerce, c'est très dur que de parler directement à ses clients. Pour des grandes chaînes, c'est beaucoup plus facile. Regarde ce qui va se passer dans le domaine de la restauration. Là, ceux qui vont s'en sortir le mieux, c'est les grandes bannières. Puis ceux qui vont souffrir puis qui vont fermer, puis c'est déjà commencé. Là, on a un paquet de restos qu'on connaît qui ont commencé à fermer. Là, c'est les petits indépendants. Puis ça, là, au niveau économique, moi, ça, je suis fâché de ça. Parce que ça va contre mes valeurs. Ouais, mais c'est juste qu'on dirait que tu fais une analyse que tu aurais faite avant la COVID. Mais là, comme je la constate. Ben non, ben oui, mais c'est tout à coup, c'est comme si on disait, hey, on se fait-tu un tournoi de karaté? Moi, j'arrive avec un couteau, puis tu t'en fous. Tu fais comme, c'est pas grave, je vais faire comme d'habitude. Là, il est arrivé un couteau dans le tournoi de karaté, ça s'appelle la COVID. Puis tu voudrais que tout ait été géré de la même façon, comme si de rien n'était. Non, je voudrais juste que tout le monde ait eu les chances égales. Ben que ce soit pas je juste les multinationales qui ont eu des passe-droits. Non, mais je suis pas en train de dire que t'as tort, ceci étant dit, OK? Je te dis juste que je trouve que tu me balances ça comme si, il y a eu, justement, là, il y a eu une grippe, puis là, on a fait, non. C'était pas une grippe, là. On s'excuse, là. C'était vraiment de quoi avec laquelle il fallait dealer. Dealer impeccablement, probablement pas. Mais si tu dis, on va faire des petits règlements différents, le seul endroit où je trouve que, de façon flagrante, ça n'a pas marché, c'est qu'on a mis à Val-d'Or les règlements comme pour le centre-ville de Montréal. Oui, ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Maintenant, c'est pas weird comme s'il y avait un complot. Là. Je te dis juste, c'est bizarre parce que me semble que la loi des nombres, c'est mathématique. Plus de monde pour s'infecter, on a des politiques qui sont telle affaire. Ça fait que ça, je trouve ça plate. Il y a des gens qui auront payé pour des politiques qui étaient adéquates pour Montréal. Continue de payer en passant. Là. Probablement. Parce qu'il y a des mesures sanitaires, ça s'applique toujours à l'ensemble du territoire. On fait porter des masques là, dans des régions où il n'y a carrément pas de cas. Là. Bon, alors toute cette espèce de régionalisation-là, je souscris. Pour le reste, je suis plutôt très prudent à dire « ah, faites attention », parce qu'il y a quand même un cas épouvantablement, en droit, on appelle ça un cas fortuit, mettons. Là. Écoute, c'est partout sur la planète, là, excuse-moi. Là. En terminant, qu'est-ce qui va avoir changé avec la COVID? Ma question que je veux te poser, pendant combien de temps on va porter le masque? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé de façon permanente ou très temporaire? Moi, je pense que c'est très temporaire. Moi, je pense, je te le répète... Dans combien de temps on va l'enlever? Quand il va y avoir une bonne portion de la population qui se sera faite vacciner, ce sera plus nécessaire. Mais là, on n'a même pas de vaccin, pauvre toi. Je sais bien, mais pour le moment, il faut le mettre. Madame Tam, la Arruda fédérale à Ottawa, elle nous dit 3 ans, elle. Je crois pas que ça va être nécessaire. Tu penses que ça va être moins que 3 ans? Oui. Je pense que ça va être des vases communicants.
Quand tout à coup, on va vraiment faire ce virus-là, que je crois qu'on est dans cette période-là, d'ailleurs, je crois qu'il est contenu au moment où on se parle. Ben oui. Il existe, ça veut dire que potentiellement, ça peut repartir, mais il est contenu. Un mort par jour au Québec, là, la grippe, on a Ça me fait pas 100 fois capoter. plus que Bon. ça pendant des périodes. Là. D'ailleurs, tu sais qu'ils ont dit que la grippe cette année devrait, puis c'est vrai que c'est totalement logique, être drastiquement moins forte et moins présente, parce que les gens maintenant ont tout adopté des nouveaux comportements. C'est vrai. Ouais. On est tous là à se laver les Sauf mains. qu'on va tout. avoir plus de maladies pulmonaires, puis à cause du masque, puis à cause des fungus, je sais pas les choses. Ben attends, là, ça, là, c'est... pas vrai, ça? Ben, je sais pas, tu prends ça où, là? Il va y Ouais, avoir ce des matin, fungus. t'es infirmière qui m'a dit ça. Bon, ben, J'ai bravo. quelqu'un qui m'a écrit aussi là, que sa femme elle a eu des gros problèmes respiratoires à cause du masque. Oui, c'est un cas, c'est direct, ça, évidemment. Mais non, Ah, arrête. toi, tu penses pas que les masques, ça peut infecter le monde? Peut-être, Eric, mais qu'en sait-on, s'il vous plaît, là? Ben écoute, moi, je comprends pas qu'on sache pas le masque puis que le gouvernement ait tergiversé comme ça pendant des mois parce que les Asiatiques utilisent des masques depuis des décennies pour combattre des virus. Puis c'est documenté, puis il y a eu plein d'études qui ont été faites bien avant que le coronavirus existe. Donc, c'est bon. Non, mais comment ça se fait? Mais c'est bon, un instant, là, le Arruda là, de la Colombie-Britannique, au moment où on se parle, il dit que le masque, c'est pas bon pour protéger des virus. Il y a pas de consensus scientifique sur le masque. On fait partie d'une minorité sur la planète où on oblige le monde à porter des masques. Le directeur des affaires, comment, c'est quoi là, dans son nom, là, de la santé publique là. Il recommande pas de porter le masque. Il recommande pas ou il dit que ça vaut rien, c'est pas pareil? Il dit que ça ne protège pas nécessairement, de faire attention parce que ça ne protège pas. Fait qu'il il met en garde la population en disant que le masque, là, c'est pas une panacée. Là. Puis le masque n'est pas obligatoire là-bas. Là. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution universelle puis il n'y a pas de réponse universelle. Nous autres, on a choisi une mesure très, très extrême par rapport à l'ensemble de la planète. Là. Extrême. Extrême. Mais obliger tout le monde à mettre des masques, même des enfants de 10 ans, je trouve ça assez extrême, merci. Pas moi. Non. Je trouve pas ça extrême. Non, ben pour les enfants, c'est autre chose. De toute façon, en bas de 12 ans, souvent, c'est marqué. En bas de 12 ans, pas besoin. Mais là, ça va être 10 ans dans les écoles à partir de la semaine prochaine. OK, mais ce que je veux dire, c'est que extrême, c'est si tu dis tout le monde se fait tatouer Éric Duhem sur... Bon, ça, je trouverais ça extrême. Mais non, ça, c'est le fun. Ça serait bon. Ça... mais non, mais tout ça pour te dire que moi, c'est que ma logique là-dedans, pour résumer, là, parce que c'est un autre débat, la logique là-dedans, c'est... si je mets un masque, ça se peut vraiment que j'évite vraiment du trouble. Puis si j'en mets pas, ça se peut qu'il y ait du trouble. Puis si j'en mets un pour le peu de trouble que ça me donne, si je perds un des deux, j'aime mieux perdre celui où il fallait que je mette un masque, ça ne servait pas à grand-chose. Attends, mais Marc, c'est juste mon point. Tu te souviens pas d'Arruda qu'il faut aplatir la courbe, puis que on allait tout le pognon à un moment donné, puis le but, c'était juste de s'assurer qu'on ne fasse pas déborder le système de santé, puis qu'il fallait qu'on développe nos propres anticorps. Bien, on ne développera pas nos propres anticorps si on est tous masqués non plus, là. Je comprends que les gens qui sont à risque, c'est une chose, mais les gens qui le sont pas, moi, j'aimerais ça de l'avoir pogné puis d'avoir guéri. C'est peut-être le cas. J'ai un ami qui est allé faire le test, là, puis il a su qu'il l'avait eu. Ah, mais il l'a jamais senti. Là. Non. Jamais dans la vie, je le salue. Puis il s'est jamais rendu compte de rien. C'est pour ses assurances parce qu'il recommençait à voyager dans le cadre de son travail. Puis la compagnie d'assurance l'obligeait à aller faire un test, savoir s'il l'avait eu. Puis comme de fait, même il dit, ça a l'air, comme si tes anticorps sont très forts. On appelle ça un test sériologique. Sériologique, c'est ça. Puis il donne le pourcentage où tu te situes par rapport aux autres pour savoir si tes anticorps plus sont forts. Okay. Lui, il avait des anticorps très, très forts. Fait que son corps l'a développé. Comme on développe des anticorps contre un paquet de virus là, tout le temps. Je te suis. Mais, tu sais... On a toujours fait ça de tout temps. Là. Il va falloir le faire peut-être. Si on ne trouve pas de virus, on n'aura pas le choix. Non. Moi, actuellement, pour moi, c'est temporaire. S'il fallait que ce soit une situation permanente, ça serait une autre logique qui embarque. Mais à partir de combien de temps que ça devient une solution? Parce que là, ça fait quand même un bout, le Marc. Là. Oui, mais ça fait un bout, mais ça fait pas tant que ça qu'on est rendu avec des petits chiffres en bas. Là. Non, on est un mois ou deux. Là. Oui. Ah. Mais là, ils disent que c'est la deuxième vague. Ils nous parlent tout de la deuxième vague. La deuxième vague, là, moi, ma prédiction, c'est qu'elle va être grosse de même. Encore une fois, pour des raisons purement mathématiques, c'est-à-dire que les gens sont maintenant avec des mœurs extrêmement différentes. Le monde, ils ont arrêté de s'embrasser quand ils se voient, ils se lavent les mains. Non, mais pour vrai, excuse-moi, c'est pas une petite différence. Avant, là, le virus, il pliait comme un enfant dans un plat de bonbons. Mais il y a aussi le fait que nos médecins connaissent de mieux en mieux aussi le virus, puis on sait quoi faire quand quelqu'un arrive, par exemple, aux soins intensifs. C'est pour ça que vous voyez que même quand le nombre de cas augmente, le nombre de morts ne suit pas nécessairement. Parce qu'on sait comment, quoi faire, puis on sait qu'est-ce que le virus attaque. Fait que ça aussi, là, c'est pas un vaccin, là, mais tranquillement, on commence à en faire une maladie de moins en moins mortelle qui était déjà, pour les gens en bas de 60 ans, déjà moins mortelle qu'une grippe. Je suis d'accord. Fait que à un moment donné, il va falloir dire, OK, à partir de quand on dit, c'est plus grave, puis on peut vivre normalement? Tout ce que tu dis, je souscris à l'idée que le pire est en arrière. Mais au moment où on se parle, ça peut pas être genre, c'est le party, let's go, le virus est encore là, puis on sait d'où tu penses que vient le mot viral? De virus. Bon, voilà.
Ça fait que... Je pensais que ça venait d'Internet. Oui, si on veut. La prudence est de mise, mais ta question est bonne. À un moment donné, c'est ça. Il faut qu'on puisse dire, OK, cette situation-là n'est pas là parce que c'est cool de même. Il faut que ça arrête à quelque part. Mais on est dans cette zone-là. Pour revenir à l'aspect politique de tout ça, là, je suis de ceux qui pensent aussi qu'il va y avoir un débat entre ceux qui veulent se soumettre à l'espèce de dictat de la santé publique, là, puis que le politique est sous les ordres de la santé publique, et ceux qui pensent que c'est temps qu'on ait quelqu'un qui regarde plus haut que ça, puis qui prenne en considération ça comme un conseil ou un... Je suis pas contre ce débat-là. Et qui disent... Oui, mais il y a d'autres facteurs, puis moi, je vais prendre une décision dans l'intérêt collectif, pas juste en fonction de la santé publique. Et ça va être un débat politique. Oui. Parce que moi, là, j'ai pas aimé ça, voir François Legault prendre ses clés puis les donner à Arruda puis dire « conduis le char ». Moi, j'ai pas élu Horacio Arruda comme premier ministre du Québec, aussi gentil soit-il, puis aussi bonne ses tartelettes puissent être. Non, mais il y a une grosse différence, là. François Legault est supposé être une coche au-dessus, puis de regarder ça de haut, puis de dire, oui, il y a la santé publique, puis Arruda, puis il me donne des bons conseils, mais il y a aussi l'économie du Québec, qu'est-ce qui se passe, il y a combien de faillites, il y a combien de dépressions, il y a combien de... J'ai entendu exactement la même chose dans le débat politique français. C'est-à-dire, qui, dans cette situation-là, parce qu'on s'entend que c'est une situation de crise, oui, évidemment, qui est un peu le boss de l'autre, puis je trouve ça tout à fait légitime comme question. J'ai pas de réponse. Ça, c'est un débat politique. Oui. Fait qu'il y en a qui vont dire faut écouter la santé publique coûte que coûte, puis on est à leur service. Il va y avoir des politiciens qui font ça, comme Legault a fait pendant la crise. Puis il y en a d'autres qui vont dire garde, c'est un conseil parmi d'autres, mais moi, je vais prendre des décisions en fonction de l'intérêt collectif, pas en fonction de ce qu'Arruda va me dire quoi faire. Je vais te faire un petit dernier point là-dessus. Vas-y. C'est plus que politique. Rendu là, ça va être aussi éthique. Ouais, ben oui, il va falloir dire les vies qui sont en jeu. Valent-elles plus que celles qu'on va sauver? Oui. C'est touché. C'est très touché parce que ça va en fonction de l'âge, en fonction de l'obésité, en fonction des maladies, en fonction... Oui. C'est de laisser tomber certains faibles pour en attaquer d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question pertinente, qui n'est pas jojo. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Là. Non. Puis ça sera pas agréable à gérer, peu importe qui va être élu. Ben écoute, Marc, ça a été super le fun. Vraiment, j'ai adoré ça. Si le monde a aimé ça, peut-être qu'on va en faire d'autres. Hey, ça serait cool. Toi, t'aimerais ça. T'aimes ça des podcasts, toi? J'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes de plus que de faire de la radio, mettons? C'est pas que j'aime plus ça, c'est juste que, nous autres, là, c'est la première fois qu'on passe tout ce temps-là ensemble, qu'on n'était pas en équipe avec aussi des choix il y a tel sujet dans l'actualité locale, etc. Là. Aujourd'hui, on vient de passer. Combien de temps on a fait? On a fait combien? 1 heure et quelques, 1 heure et quart. 1 heure et quart? 1h25, tu vois, on a fait 1h30, non, ça passait de même. Puis c'est cette espèce de... On peut casser le moule, on peut casser les conventions, puis on choisit ce qu'on veut. Mais ceci étant dit, quand on était ensemble, on avait aussi une très grande liberté, il faut le dire. Oui. Puis on avait cette dynamique-là. Mais là, à cause du médium, on l'a encore plus, là, c'est clair. Là. Ah, c'est trippant. Puis j'étais content de te revoir dans ce contexte-là, franchement. Toujours un plaisir. Marc, ton hamster, il n'y a pas une des niaiseries qui passent dans la tête. Il tourne dans le bon sens. Merci. Tant mieux si t'aimais ça.